Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Ibris. Donc Ibris c'est un Eurogame, ou plutôt on va dire un Eurotrash, puisque vous avez des mécaniques d'Eurogame, du placement d'ouvriers, de la gestion de ressources, et en même temps des combats avec une part de hasard, donc un côté un peu Ameritrash, donc un espèce de mélange qu'on retrouve de temps en temps. Alors dans Ibris thématiquement, nous sommes des Olympiens, les dieux de l'Olympe, Zeus, Poséidon, Athéna, Hadès, et nous allons essayer de devenir les dieux les plus importants aux yeux du monde mortel, hein, et nous avons mis à bas les primordiaux que sont par exemple Chronos. Alors ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque ne sont pas perdus, les autres, si ça vous intéresse, regardez, sachez qu'il y a eu des primordiaux, puis ensuite il y a eu les Olympiens. Les primordiaux, on leur a mis une baffe, et maintenant nous les Olympiens, nous sommes là. Donc nous allons jouer Zeus, Poséidon, Hadès ou Athéna, et nous essayons de nous imposer. Alors il y a 4 personnages comme ça dans le jeu de base, hein, parce qu'il y a des extensions à ce jeu que je n'ai pas, donc je ne peux pas vous les présenter. Ces 4 personnages-là auront des pouvoirs asymétriques, puisque ce jeu est un Eurotrash asymétrique, à chacun ses pouvoirs, et quand même ça oriente beaucoup votre partie, et d'ailleurs dans la boîte de chaque joueur, vous aurez un petit guide quand vous jouez Zeus ou Athéna qui vous dira faites plutôt ceci ou cela. Alors vous n'êtes pas obligé, mais c'est vrai que vous êtes un peu orienté par votre personnage, et donc à la partie suivante, ma foi, vous prendrez certainement un autre personnage pour jouer différemment, parce que dans ce jeu, ça c'est plutôt sympathique, vous n'allez pas tout faire, il y a plusieurs moyens de faire des points de victoire, vous ne ferez pas tout, vous allez un peu vous spécialiser dans une stratégie. Alors je vous fais un tout petit unboxing pour vous montrer qu'en fait tout est bien rangé dans des boîtes. Ça c'est les 4 personnages en question, vous avez les plateaux là en 2 épaisseurs des différents personnages avec un pouvoir ici, parce que du coup je vous l'ai dit, le jeu est asymétrique. Alors il y a quelques figurines, hein, pas énormément mais un petit peu. Ça se balade un peu dans la boîte, comme vous le voyez, pas trop au final, parce que là je l'ai beaucoup secoué quand même, j'ai fait ma partie hier, et la boîte a été pas mal baladée entre temps. Bon, ça pourrait être bien pire, donc comme quoi ça tient la route. Voilà, alors ça ce sont les plateaux principaux, je vais vous les présenter dans un instant, vous voyez il y en a encore, et puis des cartes, nous allons voir ça tout de suite. Bon, c'est un petit peu promené quand même. Alors voilà le plateau principal de Ibris, mais en fait il n'est pas tout seul, ça c'est le monde mortel, hein. Nous allons faire de la pose d'ouvriers, envoyer des ouvriers pour faire des actions, nous allons en envoyer sur le plateau du monde mortel, mais nous allons aussi en envoyer sur le plateau de l'oracle que je viens vous mettre ici, nous allons en envoyer sur le plateau des moires que je vais mettre ici, oui il y a plein de choses partout, sur le plateau des enfers que je viens mettre là, le plateau de l'Olympe, tout ça ce sont des zones de pose d'ouvriers pour aller faire des actions, le Colisée qui est ici, et enfin pour finir, nous avons la forge d'Héphaïstos qui est là. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plateaux qui représentent 7 zones de pose d'ouvriers où nous allons faire différentes actions pour gagner des points de victoire tout au long de la partie, avec une piste de points de victoire qui est là, et d'ailleurs les points de victoire nous les ferons qu'en cours de partie. Il n'y a pas de points de victoire de fin de partie à ce jeu, donc à chacun de voir sa stratégie. J'essaie de vous le mettre à peu près bien, de toute façon je vous rapprocherai les plateaux quand j'en parlerai. Et comme je vous le disais, il y a des ressources dans ce jeu, puisque vous avez les prières, nous sommes des dieux, donc c'est une ressource, la prière. Nous avons des fidèles, oui, si nous sommes des dieux, et de l'Aegis, qui est une ressource très importante. C'est des petits jetons, vous verrez un petit peu plus tard. Pourquoi? Alors le jeu se joue en 6 manches, j'ai un marqueur de manche qui est là, alors c'est des âges, hein, en termes de jeu, vous voyez, je le mets sur le 1, et là on en a 6, alors des petits alpha, bêta, gamma, parce que à l'âge 2, 4 et 6, il se passe une petite chose en fin d'âge, ça nous le rappelle, et on va donc jouer en 6 manches. Alors, oui, on va jouer en 6 manches, mais pas forcément. En fait, il faut savoir que sur le plateau joueur que je vous présente, là c'est Athéna, vous avez ici, là il est vide, des tuiles amélioration. Oui, des tuiles amélioration, alors je vous montre le plateau de Zeus plutôt, bon peu importe, c'est ce que j'ai joué. Alors en fait, je vous les montre tout de suite, pourquoi? Parce que ces tuiles, elles vont venir se placer comme je suis en train de vous le faire, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements. Alors ce sont des tuiles amélioration, parce que vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'on va essayer de les retirer pendant la partie, et plus précisément de les retourner, pour qu'elles nous apportent un pouvoir, hein, et si après je jouerai toute la partie avec ce pouvoir, donc ça sera très très bien. Alors, le jeu est asymétrique dans le sens où vous avez un pouvoir pour votre personnage qui est écrit ici, et chaque tuile va avoir un pouvoir différent. Je vous en parle tout de suite, pourquoi? Parce que si vous retournez les 6 tuiles amélioration, à ce moment-là, la partie s'arrête immédiatement et vous avez gagné. Mais pour ça, il va falloir retirer des choses qu'il y a sur vos tuiles amélioration. Alors, il peut y avoir des personnages comme ceci, il peut y avoir ce qu'on appelle des étincelles qui sont des cubes comme ceci, et il peut aussi y avoir des temples, alors il y en a 3 au total, hein, qui sont comme ceci. Bon voilà, par exemple, pour enlever cette tuile, il faudra que je retire tout ça qui est dessus au cours de jeu pour pouvoir la retourner, bénéficier de son pouvoir. Et comme je vous dis, si je fais les 6, j'aurai gagné la partie immédiatement. Alors, à mon avis, ça ne doit pas arriver bien souvent, parce que aller retirer ces tuiles qui vous apportent des gros bonus, c'est difficile et ça prend du temps, et on n'a que 6 âges, donc je pense que la plupart du temps on joue les 6 âges. Mais je n'ai qu'une partie, hein. Alors quand on joue très bien à ce jeu, peut-être qu'on y arrive. Donc 6 âges, et que fait-on
lors de chaque âge. Alors on va faire des actions. Alors pour cela, on a des personnages. Alors on a 3 types de personnages qui sont nos ouvriers au final en termes de mécanique euro. On a des prophètes, ce que je viens de vous montrer. Alors il y en a plusieurs. Nous avons des héros qui sont comme ça. Alors on les repère avec la petite épée que vous avez là. Le prophète, il a un petit bâton dessiné ici. Et puis on a notre Olympien. Alors là c'est Zeus, donc je vous sors sa figurine. Donc il y a des figurines pour chacun. Ça c'est la figurine de Zeus. Alors en début de partie, on commence avec ça. On a un héros, un prophète et un Olympien. Et les autres, vous avez vu déjà que je vous en ai mis là, les autres en fait on va les gagner en cours de partie. En fait c'est eux qu'on va envoyer sur les zones de pause ouvriers comme vous allez voir, mais lors d'un âge, d'une manche, ça va se dérouler de la manière suivante. La première chose, c'est qu'on va chacun choisir une carte. Alors vous avez des cartes avec des numéros ici, comme vous pouvez le voir. Je vais commencer ma manche par choisir une carte. Alors qui est-ce qui choisit? C'est donné par l'ordre du tour qui est ici. Bon là j'ai mis qu'un pion, mais voilà, je le mets en premier. Mais il y a un ordre du tour qui est donné ici. Voilà, le premier dans l'ordre du tour va choisir la carte. Alors ça amène quoi cette carte? C'est qu'une fois que l'on va avoir choisi une carte, on va rentrer dans une phase de programmation où on va choisir où vont aller nos bonhommes là, et où on choisit avant de faire les actions, et après on rentre dans une phase d'action où on va les poser nos ouvriers ici pour faire les actions du lieu, comme souvent dans les postes d'ouvriers. Évidemment dans les postes d'ouvriers, comme dans tout jeu de postes d'ouvriers, on va se gêner les uns les autres, on va piquer les places des uns et des autres, donc l'ordre du tour a de l'importance. L'ordre du tour des actions où on envoie chacun de notre tour un ouvrier, comme vous allez le voir, ce n'est pas cet ordre-là. Cet ordre-là sert à choisir ses cartes. C'est l'ordre donné par les numéros qui sont là. Et oui, il y a 6 cartes comme ça. Et voilà, si j'ai pris la carte, j'étais premier joueur, mais que j'ai pris la carte numéro 3, je l'ai choisi en premier, donc j'ai pu choisir la carte que je voulais, c'est très bien. Mais par contre, maintenant qu'on va rentrer dans les actions, je ne jouerai qu'en 3e position. Alors vous verrez, ces cartes ont aussi autre chose. Elles ont un pouvoir ici pour le joueur qui la prend et un pouvoir pour les autres joueurs. Et oui, on leur fait aussi des cadeaux. Donc, et chaque pouvoir est différent. Donc ce jeu, vraiment, on a des stratégies que l'on met en place. En tout cas, c'est comme ça que cela se passe. J'ai un ordre du tour qui me fait choisir cette carte-là. Chacun va la choisir dans l'ordre du tour. Ces cartes vont nous donner l'ordre d'action des joueurs. Donc on va rentrer en phase d'action, ainsi que des bonus pour tout le monde, mais ça, on va le voir un tout petit peu plus tard. À ce moment-là, on rentre dans une phase de programmation. Alors je vous ai dit qu'il y a des lieux, les moires, le Colisée, l'enfer, le monde mortel, c'est chaque plateau. Regardez, j'ai des jetons, alors là c'est au nom de Zeus, et j'ai des jetons avec la forge, l'Olympe, l'oracle. Alors chaque lieu est en un seul exemplaire, sauf le monde mortel, qui est le grand plateau ici, qui lui est en 2 exemplaires. Bon, je vais rentrer dans une phase de programmation, je vais dire tiens, lui, il va aller à l'Olympe, mais ça personne ne le sait. Donc je cache, je fais ça comme ça, hop, et puis lui il va aller, j'en sais rien moi, à la forge, et puis je fais ça comme ça. Et puis lui, lui je m'en fous parce que lui c'est notre Olympien, il peut aller où il veut. Donc en gros on le programme pas. Donc on va faire ça, puis ensuite on fera, comme je vous ai dit, la phase d'action où chacun de notre tour en fonction du numéro de la carte, et on va arriver, boum, on va poser. Lui j'avais dit qu'il allait où déjà? J'avais dit qu'il allait à l'Olympe. L'Olympe c'est ce plateau là, donc je vais l'envoyer à l'Olympe. Voilà comment ça marche. Et quand chaque fois je pose un de mes bonhommes, je fais l'action, chaque joueur va faire ça, puis quand chaque joueur aura placé tous ses bonhommes, à ce moment-là, la manche s'arrête, l'âge s'arrête, on rentre en phase de fin d'âge où on fait un petit peu de nettoyage. Attention, un oubli d'importance. Lorsqu'on a fini un âge, tous les jetons d'affectation de lieu qu'on a utilisés pour envoyer nos pions ouvriers sur les différents lieux vont dans une case spéciale. Ils ne seront plus accessibles à l'âge suivant. Par contre, à l'âge encore d'après, donc 2 âges, on pourra les récupérer et les réutiliser. Donc faites bien attention, si votre Olympien peut aller dans n'importe quelle zone, par contre, les autres ont besoin de ces jetons. Donc un jeton utilisé, par exemple, pour aller aux enfers, ne sera réutilisable pas à l'âge suivant, mais qu'à celui d'après. Et on passe à l'âge suivant, comme vous allez le voir. Bon, ça c'est assez classique. Alors, je vous le dis très vite parce que autant le savoir tout de suite. Comme je vous ai dit, on a 3 types. Comme vous avez compris, les prophètes et les héros, eux, on décide avant d'attaquer les phases d'action où ils vont aller avec ces jetons qu'on a là. Alors vous verrez pourquoi il y en a autant. Lui, on décidera au moment où on le place. Une fois qu'on a programmé comme ça ce que l'on va faire, on va rentrer dans la phase d'action. La phase d'action, comme je vous ai dit, quand c'est à moi de jouer, je vais choisir un plateau et je vais y envoyer un de mes personnages pour y faire l'action. Alors, si c'est mon Olympien, je fais ce que je veux. Si par contre c'est un des 2 autres, je l'envoie là où j'avais prévu de l'envoyer. Lui par exemple, c'est à l'Olympe. Je ne peux pas l'envoyer ailleurs. C'est là où j'avais programmé. Donc je vais l'envoyer à l'Olympe. Alors quand on envoie sur un plateau, c'est très simple, je vous le dis tout de suite. Vous avez des cercles, vous voyez, comme ceci, comme j'ai ici par exemple, ou comme j'ai là. Je place sur un cercle, tout simplement. Les dessins qu'il y a sur chaque cercle sont des cadeaux. Quand je me pose là, je prends immédiatement le cadeau qu'il y avait en dessous. Et une fois que j'ai posé mon bonhomme pour prendre le cadeau qui est en dessous, je fais l'action de la tuile, ou plutôt une des 2 actions, parce que en fait sur chaque plateau vous avez 2 actions possibles, et quand vous le posez, vous en faites
une des deux systématiquement. Et j'ai fini mon tour, et c'est au joueur suivant de jouer. Évidemment, il ne peut pas venir là où je me suis posé, mais comme vous voyez, il y a plusieurs emplacements. Il me reste 2 emplacements ici. Si les 3 emplacements étaient pris et que vous vouliez y aller quand même, vous pouvez vous poser votre bonhomme là sur le dessin. Alors vous ne gagnez pas de bonus, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de bonus, mais en plus, il y a un petit malus écrit ici. Si vous venez alors que tout est pris, vous prenez un malus. Donc ça, c'est pas terrible. Ah bon, et comment je peux les virer? Bah, vous pouvez pas. Ah bon, ben oui. Donc c'est le principe de la pose d'ouvrier, bah, premier arrivé, premier servi. Petit bémol à ça, les zones entourées de pointillés, alors il n'y en a pas 150, il y en a une ici et une ici. Là, autant de joueurs peuvent y aller autant que vous voulez. Alors là, vous avez une zone, il n'y a qu'un joueur qui y va, à cette manche. Là, autant qu'on veut. Alors, vous doutez bien que ce bonus-là est mieux que celui-là. Donc, encore une fois, c'est 2 zones particulières. Et autre zone particulière, c'est les zones, ici, de pause d'ouvriers du monde mortel, qui est là, parce que là, par contre, c'est un petit peu différent. Si j'y suis allé, à ce moment-là, on va pouvoir me virer pour s'y mettre. Ah, super, oui, enfin, il y a des combats, comme vous allez voir, mais par contre, ça, on ne peut pas le faire sur les autres plateaux, hein. On peut le faire dans le monde mortel, mais tout ça, je vais vous l'expliquer. Je vous montre juste comment marche la pose d'ouvrier, c'est pas très compliqué, c'est assez classique. Alors, s'il y a 3 ouvriers différents, c'est pas pour rien, hein. C'est que les prophètes, ceux-là, là, et les héros, en gros, tous vos pions, sauf votre Olympien, il faut payer pour pouvoir les envoyer, comme vous allez voir. Ah, combien? Bon, autant vous le dire tout de suite, on paye en Aegis, qui est cette ressource-là. Et en fait, dès que j'envoie un de ces Gugus-là faire une action sur un plateau, je dois payer un Aegis. Ah, et oui, alors au début on en a 3. Hein, chaque joueur, on les met sur son plateau personnel là-bas, bon, vous voyez pas où, c'est pas très grave sur le côté. Hein. Donc on va mettre 3 Aegis sur son plateau personnel. Au début de partie, bah, si vous avez plus d'Aegis, vous pouvez pas les envoyer ces deux-là. Oh, ça c'est un peu rude. Ah ouais, c'est un peu rude. Ça vous coûte 1. Alors ça c'est pas mal parce que du coup dans les jeux, on va pouvoir en gagner d'autres. Hein. Dans les jeux de pose d'ouvriers comme ça, plus vous avez d'ouvriers, plus vous pouvez faire d'actions à votre tour, donc plus vous cherchez à en avoir, certes, mais à chaque fois que vous en avez un, si vous voulez l'envoyer, il faudra le payer. Donc, il faudra vous trouver un moyen d'avoir de l'Aegis. Sinon, bah, vous aurez plein d'ouvriers, mais peut-être 3 Aegis, mais vous en avez que 3 parce que vous n'avez plus les moyens. Alors lui, il est sympa hein, parce que votre Olympien, non seulement vous me l'envoyez où vous voulez, vous ne le programmez pas, mais en plus, il vous coûte rien. Oh, bah, c'est quand même plutôt sympa. Hein, donc lui, il vous coûte rien. Alors c'est important parce qu'en fait, vous allez voir, il y a une action sur un plateau qui vous permet évidemment de gagner des Aegis. Bah, si vous avez mal joué et que vous avez plus d'Aegis du tout, vous pouvez pas jouer à cette manche-là, bah, vous allez envoyer votre Olympien à cet endroit-là pour rentrer les Aegis et pouvoir jouer vos autres personnages. Donc ça, c'est bien d'avoir plusieurs personnages, faut pas aller trop haut. Moi, personnellement, j'ai fait une grosse machine à gagner des Aegis assez facilement, et derrière, au maximum, j'en ai eu 5 des personnages, au total. C'est un peu problématique parce qu'il faut programmer pour 5 personnages toute votre manche. Alors c'est un peu l'inconvénient de ça, on programme chacun dans notre coin. Pour moi, alors j'aime bien la programmation, mais ça a 2 inconvénients. Le premier, c'est que on sait pas du tout ce que vont programmer les autres, donc on verra bien comment on se gêne, donc ça peut être un peu gênant, on peut anticiper, mais c'est quand même compliqué. Le deuxième, ça prend du temps, et moi, par exemple, j'en avais 5 à programmer, ça me prenait un peu de temps de réfléchir, il faut que j'anticipe toute ma manche, quoi, hein, avec les 5 actions. Donc ça peut être un petit peu long à réfléchir, à programmer, puisqu'on programme toute sa manche, sans compter que ce que vont programmer les autres vont nous gêner. Moi, dans les jeux de programmation, je préfère quand la programmation est ouverte, c'est-à-dire qu'on voit ce que programment les autres, et dans phase de programmation, chacun fait une programmation. J'enverrai lui là-bas, toi t'enverras lui là-bas, et comme ça on peut adapter notre programmation en fonction des programmations des autres, tout en anticipant, et ensuite en phase d'action, on place dans l'ordre que l'on veut. Ça, j'aime bien ce système-là. Le système de complètement caché, j'aime moins. Mais alors là, vraiment, c'est un goût tout à fait personnel. Alors, je vais déjà vous présenter très vite les plateaux, vous dire ce qu'on y fait, mais de façon rapide. Ce plateau-là, qu'est-ce que vous allez y faire? Les 2 actions possibles sera, 1, de retirer les pions qu'il y a sur ces tuiles-là. Vous vous souvenez, on cherche à les retirer. Quand vous les retirez, ça vous rapportera toujours des bonus, que ce soit un temple, une étincelle, les petits cubes, ou un personnage, bah, du coup vous pourrez jouer avec. Donc on va essayer de les retirer, mais en plus, comme je vous ai dit, quand vous avez tout retiré sur une tuile, vous retournez la tuile, vous avez un bonus pour toute la partie maintenant qui est écrit au dos de la tuile. Ah bah ça c'est super, alors tout est rappelé sur des aides de jeu, hein, bien sûr. Vous avez un bonus au dos de la tuile pour toute la partie, donc ça on cherche à le faire. Bon bah si vous voulez virer des pions qui sont dessus, ça passera par l'Olympe, parce que c'est là qu'on va le faire. Alors vous verrez, il y a des bonus qu'on peut gagner à droite à gauche qui vous permettent aussi de le faire, mais on va dire l'action de base pour virer tous ces pions-là, c'est à l'Olympe. Autre action que l'on peut faire, donc la deuxième, c'est aller chercher des tuiles. Alors des tuiles, elles sont de plusieurs types, c'est comme ceci, ce sont des tuiles technologiques, vous verrez, je vous les placerai sur les hexagones là. Il y a 5 types de technologies différentes, et en fait, ces tuiles technologies, on va les gagner sur leur face plan. Là, je suis sur la face plan. En bas, c'est un coup, vous allez voir pourquoi. Et de l'autre côté, c'est leur face réalisée, construite. En fait, lorsque je vais là-bas, non pas pour retirer des pions ici et pour débloquer des bonus, mais pour prendre une tuile techno, ça me coûte rien. Et cette tuile techno, par contre, elle va aller ici dans la forge d'Héphaïstos. Dans la forge d'Héphaïstos, quand j'y envoie des gens, eh ben, ça va être pour quoi? Ça va être pour transformer ce plan en vrai objet, on va dire, en vrai techno. Et ensuite, ça sera de le faire sortir. Vous voyez, des flèches, c'est pas pour rien, hein, ça va
poursuivre comme ça son chemin et les récupérer. Quand je récupère une techno, comme vous le verrez, je viens la poser sur mon plateau perso. J'ai des emplacements pour ça, vous voyez, ici, mais en fait j'en ai 2, hein, des emplacements, j'en ai pas 50, donc je peux en stocker que 2 à tout moment. Donc si j'en chope une troisième, il faudra que j'en vire une, tant pis j'en perds une, donc on le fait pas. Et là je l'aurai. Donc ça, je gagne la techno. Ici, je transforme cette techno en techno vraiment utilisable. Ici, je peux encore une fois, à la place, virer des pions ici. Alors là, les 2 actions, ça sert à faire bouger les technos. Vous verrez ici, il y a toute une mécanique. Et enfin, ici, une des actions qu'il y a, c'est de venir poser une techno. C'est pour ça que je vous montre ça. Hein. Le techno, en fait, c'est des technologies que vous offrez aux mortels. Alors regardez, oh là, il y a des places qui sont exactement en forme d'hexagone, c'est parfait. Alors vous avez 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est les 5 villes du monde mortel. Vous voyez, vous avez Athènes, pas là, là c'est autre chose, pardon, Lemnos, Argos, etc. Bon ben voilà, je peux venir donner comme ça une technologie aux humains. Alors vous verrez, ça vous rapporte beaucoup de choses, parce que ça a été compliqué, je suis allé la chercher là, je l'ai fait bouger là-dedans, là, puis maintenant j'ai fait une action ici pour pouvoir la poser. Bon, putain, c'est lourd, hein. Oui, mais ça, vous vous doutez bien que ça va être des gros cadeaux quand vous aurez réussi à faire ça. Donc ça, c'est les choses qu'on fait là, les choses qu'on fait là, les choses qu'on fait là. Alors ici, en plus de poser les technos pour plein de cadeaux, on peut juste prendre les cadeaux des villes, vous voyez ? Pardon, à chaque fois je regarde le puits c'est autre chose. Vous voyez, là, vous avez des cartouches avec des choses écrites, c'est des cadeaux. Quand je viens ici, je peux en effet venir pour poser une tuile que j'aurai préalablement là, parce qu'elle est venue d'ici et elle est venue d'ici, mais je peux aussi m'y poser uniquement pour prendre ce cadeau-là. Que pour ça, hein, c'est aussi une autre possibilité, c'est les 2 actions que l'on peut faire ici. Donc là, je vous ai déjà montré, vous voyez, 3 plateaux, ce qu'on y fait. Je ne suis pas encore rentré dans les détails, certes, mais j'y arrive. Les autres lieux, l'enfer qui est ici, alors l'enfer, ça va être relativement simple, vous allez y gagner des Aegis, vous savez, c'est ça là. Hein, vous allez voir comment, mais c'est là-bas qu'on gagne des Aegis, qu'on fait le plein. Et vous allez aussi pouvoir récupérer des personnages qui se seraient fait tataner, parce que vous avez dit qu'il y a des combats, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que quand on a un personnage comme ça qui prend une baffe, en fait il part aux enfers. Alors le problème c'est qu'il est aux enfers, il n'est plus avec vous, donc vous ne pouvez plus l'utiliser. Oh, ben oui. Mais comment on fait? Ben, on envoie quelqu'un aux enfers, peu importe, hein, paf, et mon action, ça sera de le récupérer. Ah, génial, je l'aurai pour le tour suivant. Ouais, ben, enfin, vous avez perdu un tour parce que vous avez utilisé un de vos personnages, enfin une action, pour juste récupérer un Gugus que vous utiliserez à la manche suivante. En tout cas, les enfers, ils servent à ça. Récupérer les Aegis, et je vous les expliqué, c'est fondamental. Sans Aegis, vous ne faites pas d'action, donc c'est indispensable. Ou alors récupérer un de vos types qui s'est fait cartonner avant et qui est donc aux enfers. C'est à ça que servent les enfers. Cette zone-là, les moires, alors ça, c'est un petit peu particulier. Comme vous allez voir, il y a là, dans les moires, des grandes cartes comme ça. Ce sont des cartes quêtes, alors qui sont de 2 types, vous allez voir, des quêtes comme ça, en plusieurs étapes, hein, ou des quêtes de combat, alors qui sont toujours avec un cartouche rouge, comme ça, là, il va falloir faire un combat. Bon, bah c'est bien simple, on va essayer de remplir ces quêtes, ou on va essayer de réussir ce combat pour des cadeaux, ici, plein de cadeaux. Donc ça, c'est un autre moyen d'avoir des points de victoire et des cadeaux pour notre partie, c'est d'aller remplir les quêtes des moires. C'est un autre moyen que, par exemple, aller choper les tuiles ici pour avoir aussi plein de cadeaux. C'est deux manières de faire différentes. Moi, les moires à ma partie, je n'y suis pas allé une seule fois, par exemple. Par contre, j'ai fait de la techno. Alors, c'est normal avec Zeus, hein, vous avez tendance à faire de la techno, mais je suis parti sur une stratégie pure techno. Donc ça, j'ai pas fait. J'ai un joueur qui l'a fait. Mais alors là, vous verrez, ici, il y a un hasard que je trouve profondément malheureux. Là, c'est le côté améritrage du jeu. Moi, franchement, dans mon goût, je trouve ça malheureux. C'est pour ça que j'y suis pas allé. À cause du hasard qu'il peut y avoir ici, moi ça m'a saoulé, donc j'ai dit non, j'y vais pas. Et d'ailleurs, l'autre joueur y est allé, et 2 fois de suite, il n'a pas eu de bol, quoi. Et comme il n'a pas eu de bol, bah, il a perdu 2 heures. Enfin, ça lui a coûté très cher, et juste par hasard. Ça me fait toujours grogner. Mais c'est le style du jeu, c'est un Eurotrash. Je vous parle de mon goût personnel, je le répète toujours parce que c'est important. Hein. Ça peut ne pas du tout vous gêner, ce que je vais vous raconter. Donc là, c'est un moyen encore de gagner plein de cadeaux, des points de victoire en réalisant ces cartes quêtes. Ici à l'oracle, comme vous allez le voir, on va pouvoir gagner d'autres types de cartes qui sont des cartes qui sont au final des cartes quêtes aussi, ça représente des quêtes, mais beaucoup plus faciles. Je dois faire un petit quelque chose, et si je fais bien ce petit quelque chose, j'ai un cadeau, donc on va pouvoir en gagner, je vais le garder de côté, c'est des quêtes perso, quoi. C'est des petites choses à moi que je pourrais faire ou pas d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance, et qui me rapporteront des bonus, qui me permettront de mieux jouer, comme toujours. Alors c'est pas la seule chose que l'on peut faire ici, vous verrez, là il y a alpha, bêta, gamma, ça veut dire quoi? C'est à la fin de chacun de ces âges-là, vous avez un primordial, vous savez, ces êtres qu'on a foutus dehors, qui nous font des vacheries. Bon, ben, quand vous allez à cet endroit-là, les vacheries, on les connaît pas, mais quand vous allez à cet endroit-là, vous allez pouvoir les connaître. Et vous allez pouvoir éviter une vacherie de fin de manche. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, pour ça, il y a des cartes spéciales que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici, ça nous permet d'avoir des quêtes personnelles pour des points de victoire et des bonus, et de anticiper les vacheries qui arrivent à la fin de ces âges-là. Voilà, c'est à ça que ça sert, cet endroit-là. Cet endroit-là ici, comme vous verrez, ça va nous permettre de gagner de nouvelles cartes qui sont des cartes combat. C'est avec ça qu'on va combattre. Je vous l'ai dit qu'il y a des combats, on combat avec des cartes. Ben, si vous voulez avoir des cartes combat, il y a d'autres moyens d'en avoir, mais en tout cas, ici, vous pourrez en gagner. Et ensuite, vous verrez, il y a plein d'emplacements là où vous voyez rien. Ben, en fait, il y a d'autres personnages neutres
qui sont là-bas. Et en fait, on va pouvoir les combattre. Et si on les combat, eh ben, on les gagne, ils viennent avec nous. Ça nous fait un ouvrier de plus au final pour aller faire des actions. Mais en plus, tous ceux-là, là-bas, ils ont un pouvoir à eux. Ce qui est plutôt sympa. Hein, donc on va pouvoir récupérer 2 nouveaux ouvriers pour faire plus d'actions. Je vous ai dit qu'on commence avec 3, moi j'ai fini avec 5. Soit en les récupérant ici, alors généralement ils ont un pouvoir, hein. Ils sortent d'une tuile avec un pouvoir, ceux-là aussi, ou alors là-bas, mais là tout le monde peut aller les avoir, pareil avec un pouvoir. Alors pour les gagner, ceux-là là-bas, il faut faire un combat. Il faut les combattre et les vaincre. Et à ce moment-là, ils viennent avec nous. Là aussi, vous avez vu, vous avez des combats. C'est les 2 endroits où on va combattre le jeu en fait. Par contre, ici, vous vous souvenez, je vous ai dit, on peut se faire virer, et là, c'est des combats entre joueurs. Voilà, donc tout ça, ça va nous rapporter des bonus, des points de victoire. Et là, voilà, un peu moins de 10 minutes, je vous ai montré tout ce qu'on va faire d'une manière très générale. Sachez que toutes les actions, je le répète, ça va vous faire des bonus. Et à chaque fois que vous engrangerez les bonus, juste derrière, l'âge suivant sera bien plus facile, vous serez bien plus efficace. Ça, c'est sympa. Il y a un côté crescendo, construction dans le jeu, où vous serez de plus en plus efficace. Et c'est absolument indispensable pour avancer dans la partie. Et en même temps, vous gagnerez des points de victoire, puisque tous les points de victoire, on les fait en cours de partie. Donc à vous de sélectionner votre stratégie, parce que autre petite chose sympathique, vous ne ferez pas trop de tout. Hein, si vous faites beaucoup de techno, vous ne ferez peut-être pas trop ça, c'est ce qui m'est arrivé. L'autre joueur, il n'a pas fait trop de techno, il a essayé de faire beaucoup les moires, bon, il a manqué de chance malheureusement. Donc il y a pas mal de pistes stratégiques comme ça. Alors après, je vous ai présenté en gros, je vous ai expliqué ce système de programmation là, je trouve ça un peu dommage, tout secret dans son coin, moi j'aime moins ça. Puis je vous dis, quand j'en avais 5, il m'a fallu un peu de temps quand même, parce que aussi l'inconvénient, c'est qu'en un seul moment de réflexion, il faut que je prévoie toute ma manche, en un seul moment de réflexion. Et quand il y en a 3, ça va encore, mais quand vous en avez 5, c'est plus long, quoi. Hein. Donc ça, c'est la seule chose un petit peu dommage. Les autres, ils en avaient 3, moi j'en avais 5. Ils vont me regarder et réfléchir, hein, parce que eux, 3, ça va plus vite. Donc ça, c'est juste le petit bémol. Et après, le hasard, vous allez voir sur les combats contre le jeu. Hein. Il y a un hasard qui peut être délétère. Hein. Donc en gros, soit vous faites fi du hasard, mais à ce moment-là, il va falloir arriver hyper balèze, donc ça va être compliqué. Soit vous prenez le hasard, et là, vous croisez les doigts, et vous grincez des dents, ou vous êtes juste heureux d'avoir eu un peu de chance. Vous verrez ça dans 2 minutes. Mais sinon, globalement, vous allez voir, le jeu est assez riche. Allez, je vais vous montrer un peu chaque plateau. Je vais commencer par l'Olympe juste avant. Je reviens juste sur chaque joueur parce que c'est asymétrique. Il faut savoir que vous avez donc une fiche personnage et qui vous aide, qui vous dit « Ah, si vous jouez de Zeus, jouez plutôt comme ça, ça sera plus facile. » Bon, je pense qu'on a de l'expérience de jeu, on peut se permettre plus de liberté. Et là, c'est quoi? Ben là, en fait, ce sont vos améliorations là sur votre plateau. Ils vous les décrivent parce que vous voyez pas ce que ça fait. C'est ici que vous verrez ce que ça fait. Et les cadeaux, ben, ça fait des cadeaux. Donc le pouvoir que ça vous donne et les cadeaux pour pouvoir choisir laquelle vous allez pouvoir faire en premier. Ça, c'est juste, hop, dans ce côté-là, c'est juste le déroulement d'une manche, hein, pour pas se tromper. Et alors ça, c'est quoi? Ben, regardez, c'est les petites tuiles là, que vous avez ici, qui sont recto verso, ben, c'est toutes les tuiles. De façon à pouvoir, quand vous allez en choisir une, pouvoir savoir laquelle vous allez prendre. Ben oui, on choisit, c'est pas au hasard, ou c'est pas sur le truc dessus, comme vous allez voir, mais ça, c'est quand même très très important. Alors ça ralentit les premières parties, parce qu'en première partie, vous connaissez rien, donc faut tout découvrir. Donc les démarrages sont un petit peu, ça rame un petit peu. Et toujours avant de vous montrer ça là-bas, je vous remonte juste un petit peu le plateau perso quand même. Là, c'est les Aegis, je vous en ai parlé, vous avez vraiment besoin de cette ressource pour pouvoir jouer. Ensuite, vous avez à côté les fidèles. Alors les fidèles, vous savez toujours pas à quoi ça sert, mais c'est une ressource, hein, donc vous allez l'utiliser, vous allez voir pour différentes actions. Et là, je vous ai dit, vous avez les différentes améliorations, mais il va falloir virer ce qu'il y a dessus. Il y aura des temples, des étincelles, des cubes ou des personnages que vous récupérerez. Et donc, vous avez comme ça, alors vous voyez, l'aigle, par exemple, il suffit juste de virer le temple qu'il y a dessus et c'est bon, vous l'avez. En dessous, vous avez les cadeaux. C'est toujours des points de victoire, plus éventuellement d'autres cadeaux. Lorsque vous retournez la tuile, n'oubliez pas, vous gagnez immédiatement ce cadeau. Je vais vous l'expliquer. Donc, évidemment, il faut tout recouvrir comme je suis en train de vous le faire. Voilà, je vous ai tout mis sur les tuiles. Alors, regardez, il y a un sens. Hein, vous voyez, par exemple, celui-là, il faut d'abord enlever ce cube, ensuite enlever ça pour enfin finir par enlever ce cube. Et là, vous prenez ce cadeau-là et vous retournez. Alors, les petits drapeaux, c'est toujours des points de victoire. Ce petit symbole-là, c'est simple, c'est que dans le jeu, vous avez des petites tuiles comme ça. Bah, ça, c'est une tuile programmation. Pour programmer, vous allez envoyer quelqu'un, sauf que ça, c'est où vous voulez. Donc comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc il faut enlever toujours dans cet ordre-là. Ça, donc je vous ai dit, on va le gagner. Les temples, vous verrez, on va l'envoyer dans le monde mortel, mais on y reviendra tout à l'heure. Les étincelles, quand on les enlève, ça me permet de vous montrer les pistes. Vous la mettez ici, le plus à gauche. Et à chaque fois, vous avez un cadeau. Là, je monte sur cette piste-là, j'y viens tout de suite. Là, je monte sur cette piste-là, j'y viens. Là, que dalle, un point de victoire. Je remonte là-bas. Je gagne un jeton comme ça. Je gagne 2 points de victoire. Et je remonte sur cette piste-là. Bon, il aura fallu virer toutes les étincelles du plateau pour pouvoir gagner tous ces bonus. Ils sont one-shot au moment où j'enlève l'étincelle. Hein. Alors, ces deux zones-là, c'est quoi? Ben, en fait, vous allez voir.
c'est les combats. Je vous ai dit qu'on va jouer, on va faire des combats avec des cartes. Mais en fait, non seulement il faudra avoir des cartes assez puissantes, mais en plus il faudra monter ici, parce que ce chiffre-là va limiter directement le nombre de cartes que vous allez pouvoir utiliser à chaque combat. Donc si vous êtes très bas, mais même si vous avez des super cartes, et ben, si vous êtes très bas, vous pourrez en utiliser très très peu. Donc vous n'aurez pas beaucoup de puissance. Vous devez monter ça pour pouvoir jouer beaucoup plus de cartes en combat. Ici, c'est quoi? Ben, regardez, c'est des cadeaux qu'il y a sur la gauche. On va monter ce cube, mais il monte, c'est tout. Et vous verrez, il y a une action dans le jeu où quand on la déclenche, on va prendre tous les cadeaux qu'on a passés. Donc ça, c'est une piste à cadeaux qu'on va pouvoir déclencher. Donc généralement, on la fait monter en prévision de l'action qui va nous permettre de les avoir. Donc une piste à cadeaux qui se déclenche avec une action de la partie. Donc on va monter en fonction du moment où on va faire cette action pour les déclencher. Ici, une piste de combat. Si vous voulez combattre, il faut la remonter. Sinon, vous allez jouer très peu de cartes à chaque fois. C'est embêtant. Et ici, juste une piste de cadeaux, pareil, en mettant vos étincelles. De toute façon, ce jeu, c'est ça. C'est des bonus, des cadeaux partout. À vous de bien les choisir, de bien les orienter pour aller dans une stratégie. Alors vous voyez, par exemple, au niveau des pouvoirs, vous voyez Zeus, lui, il dit que quand un autre joueur réalise l'action drainée, alors l'action drainée, c'est l'action ici aux enfers pour récupérer des Aegis, hein, les cristaux bleus, là, très important. Et ben, à chaque fois qu'il y en a un qui fait ça, Zeus, il gagne un Aegis et un point de victoire. De plus, si c'est un Olympien, c'est-à-dire pas un petit personnage comme ça, mais une figurine qui réalise l'action, il gagne en plus une prière. Vous vous souvenez, c'est une autre ressource du jeu dont je vous ai parlé. Hein. Donc c'est très fort. Ensuite, il faut savoir que lorsque Zeus combat un autre Olympien, alors uniquement, il augmente de 2 sa force. Ah bon? Oui. Alors vous doutez bien, plus on est fort, plus on a de chance de gagner. Voilà, ça c'est les pouvoirs de Zeus. Vous voyez comment ça marche? Donc Zeus, bah, il va se gaver d'Aegis. En règle générale, Zeus, c'est comme ça que je l'ai joué, très facilement il a de l'Aegis. Donc du coup, vous allez voir, il faut avoir ça en tête. Alors je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a 4 et c'est un peu long et ça n'a pas d'intérêt, vous n'allez pas le retenir, mais regardez juste Athéna, ça n'a rien à voir. Quand une technologie balance, elles ont différents types, là, des petits dessins sur les côtés, et déployée, vous verrez, c'est quand elle arrive ici, comme je vous l'ai expliqué, dans le monde mortel, à ce moment-là, immédiatement, elle gagne 2 points de victoire. Bon, ben, ça, c'est un peu différent, parce que si elle a ça, il y avait quelqu'un qui jouait Athéna dans ma partie, du coup, j'ai essayé de ne pas faire de tuiles comme ça, hein, pour pas lui filer 2 points de victoire, bien évidemment. Et la déesse de la guerre, quand elle est attaquée, elle peut récupérer une carte combat. Je vous ai dit que les cartes, c'est avec ça qu'on combat. Ben, au moment où vous l'attaquez, hop, elle en aura une de plus, elle. Bon, après, faudra-t-il encore qu'elle soit montée là pour pouvoir les utiliser. Mais ça lui permet de se défendre un peu. En gros, elle, bon, bah, elle se défend un peu mieux en fonction des cartes. Mais enfin, si vous êtes gavé de cartes, vous en foutez un peu de ça. Et puis là, elle peut, quand vous posez, bim, elle prend 2 points. Alors bon, je trouve, en première partie, c'est pas équilibré, hein, parce que ça dépend complètement des autres. Alors elle peut du coup prendre que ces tuiles-là pour les mettre. Mais il va falloir qu'elle se le fasse toute seule. Je trouve que Zeus, en première partie, est beaucoup plus facile à jouer. Donc souvent, dans les parties comme ça, après une première partie, on dit « Oulala, mais les plateaux sont pas du tout équilibrés ». Alors en fait, c'est vrai en première partie quand on sait pas jouer. Mais souvent dans les jeux asymétriques comme ça, quand vous savez jouer, il y a des plateaux qui sont plus ou moins faciles à jouer. Et quand vous savez jouer, au final, vous pourrez même préférer un autre plateau que Zeus. Parce que vous avez appris à mieux gérer les autres. Mais c'est vrai qu'en première partie, ils sont pas tout à fait équilibrés. Hadès, par exemple, il marque des points de victoire quand les autres combattent. Donc si les autres combattent pas, il n'aura pas son bonus de points de victoire, donc ça dépend des autres. Il a un malus aussi, il gagne un peu moins de ressources que les autres. Donc je trouve, moi, en tout cas, vraiment, hein, en première partie, clairement, ils sont pas équilibrés, mais, je le répète, c'est pour moi sur des joueurs débutants, qui ne connaissent pas le jeu. C'est pas une histoire d'équilibre vrai, c'est une histoire de facilité de jouer le personnage et son bonus. C'est sûr que Zeus, tiens, tu prends des Aegis, j'en prends un, c'est pas compliqué. Hein. Donc, et comme on va quand même en chercher des Aegis, il y a des chances que ça arrive. Hein. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile à jouer que les autres. Mais en tout cas, pensez bien à ces pouvoirs parce qu'il faut que vous orientez votre stratégie là-dessus. Hein. Réfléchissez bien, si vous jouez bien Athéna, je suis sûr que c'est très bien. Allez, j'arrive. Donc déjà, si je viens ici, première chose, si j'envoie quelqu'un ici, les cadeaux. Alors ça va être très simple, je vous explique au fur et à mesure. Ça, c'est un Aegis, vous le prenez à la réserve, hop là, c'est pour vous. Ça, c'est vous montez sur la piste de grandeur ici, qui est la piste d'ordre du tour au tout début quand on choisit ces cartes-là, hein, comme vous voyez. Donc hop, on va pouvoir monter. Si vous êtes déjà au taquet, pouf, vous gagnez un point de victoire. Au passage, quand je joue à 3, le premier joueur est là, hein, tout simplement. Donc ça va être de monter ici, pour choisir, je le répète, en premier ces cartes-là que je vous expliquais tout à l'heure, et là, c'est gagner une prière. Dites, oh génial, je gagne déjà une prière. Et non, parce que comme vous allez le voir, alors je repousse le plateau, c'est pas tellement important qu'il soit si haut, mais comme vous allez le voir, quand vous avez ce symbole-là et que vous gagnez une prière, vous le gagnez pas pour vous. Hop, le symbole est là. En fait, vous le mettez dans le puits des prières, ici. Et maintenant, n'importe qui peut aller le chercher. Ah oui, mais vous y compris. Donc il y a pas mal d'endroits, vous voyez, à chaque fois c'est le cas ici, qui remplit le puits de prière, les gens prient pour nous, après on pourra aller chercher ces prières.
tout simplement. Donc voilà, ça c'est les 3 bonus que vous avez ici. Et excusez-moi, petite digression, je voulais quand même vous les présenter ces cartes avant d'attaquer ça. Alors j'ai un peu attaqué, je vous ai juste dit les bonus. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'au début, chacun choisit une carte, hein, comme ça. Hein. Il faut savoir que les actions, là par exemple à les poser, bah, celui qui aura le numéro, s'il a pris le numéro 1 sera le premier à le faire, puisque ce numéro correspond à l'ordre dans lequel les joueurs vont faire leurs actions. Alors là, vous avez des bonus, mais alors les bonus, ils sont pour, je l'explique tout de suite, pour ça c'est pour les joueurs actifs, comme c'est écrit, et ça c'est pour les autres joueurs. Alors quand est-ce que ces bonus se déclenchent? Eh ben en fait, ils vont se déclencher quand on joue notre Olympien. C'est-à-dire que si j'avais cette carte-là, si j'avais choisi celle-là, parce que j'étais premier, ça me plaisait, quand je vais jouer mon Olympien, immédiatement, faut pas oublier, hein, vous prenez ce bonus, parce que vous l'avez joué, et les autres joueurs vont prendre ce bonus-là. Alors attention, si votre Olympien, en fait, attaque quelqu'un et qu'il perd, on considère qu'il n'a pas joué, parce qu'il n'a pas fait d'action. Hein. Donc vous ne prenez pas ce bonus, mais tous les joueurs prennent quand même l'autre. Hein. Et si vous finissez un âge et que vous ne l'utilisez pas, ce qui serait excessivement surprenant, et que vous ne l'utilisez pas, et ben à la fin, quand vous passez, tous les autres prennent ça, mais vous ne prenez pas ça. En fait, ça, vous le prenez que s'il agit vraiment. Il fait quelque chose, une action, on le pose, il fait une action. Donc, bon, après, je ne vais pas toutes vous les passer, vous découvrirez, au début, on cherche, puis après, très vite, hein, au cours de la première partie, on sait. Ce dont vous vous doutez bien, c'est que plus vous êtes premier dans l'ordre du tour, moins les bonus sont forts, et plus vous êtes dernier dans l'ordre du tour, plus les bonus sont forts. Par exemple, celui qui jouera en dernier dans l'ordre du tour pour les actions, regardez, il peut directement retirer soit un héros, soit un prophète d'une de ses améliorations. Comme ça, gratuit, pouf, j'enlève. Hein, on s'en fout de l'ordre en plus, là, du coup. Hein, et en plus, il gagne un jeton comme ça, donc il pourra envoyer quelqu'un un peu où il veut. C'est quand même, pour la manche suivante, c'est quand même très fort. Et les autres, ils gagnent quoi? Ils montent ici, alors c'est pas mal quand même de monter ici, mais c'est tout. Après, on rajoute juste des cubes là, en fonction du nombre de joueurs, je vous expliquerai. Mais ça, c'est très très fort. Là, quand vous voyez le 1, vous voyez, vous gagnez 1 point de victoire pour chacune de vos tuiles techno dont je vous ai parlé, que vous auriez déjà posé là. Donc autant vous dire qu'en premier âge, ça intéresse pas grand monde. Alors il faut savoir que les cartes qui sont pas prises, il y en a 6, donc même si vous jouez à 4, ça sera pas pris, on leur pose dessus une prière. Et à la manche suivante, si quelqu'un la prend, ben, il gagne la prière. Alors c'est important parce que les prières, c'est difficile à avoir. Alors généralement, quand on passe la moitié de la partie, on commence à arriver à en rentrer des prières. Mais en début de partie, c'est plus compliqué. Voilà, excusez-moi, digression, mais en tout cas, on commence toujours par ça pour savoir quel sera le bonus et je vous expliquer comment on l'utilise. Faites bien gaffe à ce bonus, il est hyper important. Et faites attention à ce que vous offrez aussi aux autres en fonction de votre jeu. Donc, mais ça vous donne aussi, encore une fois, l'ordre du tour pour les actions. Donc, il faut bien choisir ces cartes-là. Alors, les actions qu'on va pouvoir faire sur ce plateau. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours 2 actions possibles. Si je me place ici, je prends le cadeau, je vous ai expliqué, après je peux soit convertir, soit concevoir. Si tout est pris et que vous vous placez là pour la faire, vous ne gagnez aucun bonus et le malus est indiqué là, vous perdez 1 point de victoire. C'est comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Si j'ai des prières, je peux dépenser le nombre de prières indiquées à gauche de ce petit tableau qui est là, pour faire l'action qui est à droite. Alors c'est très simple, 2 prières, j'ai 1 point de victoire, 2 prières, je monte ici sur la piste de grandeur, 3 prières, je retire une étincelle, c'est-à-dire un petit cube d'une de mes tuiles ici. Super, je vais pouvoir tout doucement la libérer. Et en plus, immédiatement, je prends le bonus qui correspond sur la piste étincelle. Oups, là, je vous le mets là, voilà, que je pose ici, hein, tout simplement. Donc ça, c'est retirer une étincelle, c'est très bien. Ça vous coûte quand même 3 prières. 4 prières, je peux retirer un temple. Oh, super, et qu'est-ce que je fais de ce temple? Alors les temples, regardez, il y a un petit espace de temple, vous allez les mettre dans une ville. Bon, lui, il doit être derrière, là. Vous allez les mettre dans une ville. Voilà, je mets mon temple ici, par exemple. Alors il faut savoir que dans chaque ville, il peut y avoir un temple de chaque joueur, hein. Ça, c'est pas gênant. Par contre, vous pouvez pas mettre 2 temples à vous. Ah ben, ça sert à quoi, ces temples? Ben, en fait, à chaque fois que vous viendrez faire une action dans cette ville, boum, vous aurez des cadeaux bonus parce que vous y avez un temple. Donc ça peut être intéressant. Ben, un temple, ça vous coûte 4 prières, donc à dépenser. Alors des prières qui ne sont pas ici, hein, des prières qui sont arrivées ici, donc avec ces actions-là, et qu'ensuite vous avez récupéré, vous allez voir comment, sur votre plateau personnel, et que vous avez stocké chez vous. Hein. Donc 4 prières, vous placez un temple, et 4 prières, vous pouvez prendre, pareil, là, cette fois, un de ces personnages-là, héros ou prophète, de façon à l'avoir pour la manche suivante. N'oubliez pas de suivre les flèches, hein, comme vous voyez, là je dois enlever une étincelle, ensuite enlever une étincelle, et il n'y a qu'après que je peux enlever ce personnage et le gagner, et retourner la carte. La tuile qui en fait me donne Héraclès, qui lui, le pouvoir derrière, si vous dit juste qu'Héraclès, quand il combat, ça rigole pas. Deuxième action, comme je vous ai dit, possible. Alors, soit vous faites ça, alors ça c'est conversion que je viens de vous expliquer, vous dépensez vos prières, vous pouvez le faire autant que vous voulez, autant de fois, c'est pas une seule ligne, hein. Vous faites ce que vous voulez tant que vous avez des prières à dépenser. L'autre action, c'est de prendre une de ces tuiles techno. Alors je vous ai dit, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Donc les tuiles techno, elles sont reprises ici. Hein. Vous en avez différents types, hein. Culture, militaire, sciences et sociale. Ça dépendra de ce que font et des pouvoirs des autres joueurs. Vous avez vu que par exemple Athéna, elle, si je place une tuile, évidemment ça va être One Murphy la dernière, voilà, une tuile sociale, elle va prendre 2 points de victoire. Donc je vais dire, bon, on joue avec Athéna, je vais pas trop prendre de plus de tuiles sociales. Donc à vous de voir. Et une fois que vous avez sélectionné un type, vous allez choisir la tuile. Elles sont recto, verso. Vous avez ici le coup, vous allez voir qu'elle va
vous coûter cette tuile, alors pas immédiatement, mais vous allez voir. Et ici, ce qu'elle va pouvoir vous faire gagner, non seulement en ressources, points de victoire, etc., mais aussi en pouvoir, qui est ici. Là, vous avez un pouvoir qui est écrit. Et oui, les tuiles, c'est non seulement des cadeaux, mais des pouvoirs en plus, pour vous. C'est quand même très bien. Alors j'en profite pour vous dire, surveillez au dos, là, vous avez des icônes. Alors vous voyez, dans les pouvoirs, vous en avez, il est marqué une fois, comme ça, c'est une fois par âge. Si vous regardez bien là, par exemple, là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, celui-là, il vous permet quand même de gagner 2 fois le bonus quand vous posez. C'est-à-dire, je me pose ici, ou je me pose ici, je gagne 2 aiguilles, je ne gagne pas un. C'est énorme. Mais attention, c'est qu'une seule fois par âge. Donc, vous n'allez pas le faire pour chacun de vos personnages au cours de l'âge. Vous en choisissez un, celui-là, il double bonus, mais pas les autres. C'est important, sinon c'est trop fort. Hein. Et après, vous en avez d'autres. Ça, c'est un effet immédiat, et des tuiles, c'est cadeau tout de suite, quoi. Et puis, vous avez le petit triangle vers le bas, c'est en réaction, uniquement. C'est quand un autre joueur fait quelque chose, à ce moment-là, vous avez quelque chose. Donc, il faut bien surveiller les petits symboles que vous avez au milieu. Vous ne trompez pas, hein, faites attention. Hein. Et, excusez-moi, et après, vous avez aussi, vous voyez, là, c'est uniquement en fin d'âge. Donc, surveillez bien comment s'utilisent les tuiles, quand même. Regardez bien. En tout cas, deuxième action, j'ai choisi une tuile techno, peu importe, et hop, celle-là m'intéressait. Qu'est-ce que je fais si je fais cette action-là? Ça ne me coûte rien. Oh bah super. Et où est-ce que je la place? Eh bien je la place dans l'atelier des Phaistos, pas dans l'usine. Hein, je vous ramène ça un petit peu plus près, vous verrez mieux. Voilà, je place dans l'atelier, pas dans l'usine. Donc je place ici. Ah, et que se passe-t-il? Et alors je place d'ailleurs immédiatement un petit jeton, hop, à moi pour dire c'est ma techno. Et que se passe-t-il s'il y avait déjà, par un autre joueur, bon je ne mets pas de jeton, m'en voulez pas, s'il y avait déjà une tuile ici? Et bien à ce moment-là, je viens m'y placer, mais lui, il glisse. Tac, parce que je prends la place. Et si un autre joueur vient, bah ça glisse et ça glisse. Tout simplement. Donc ça, c'est cette action-là, c'est tout simple, ça ne me coûte rien de prendre une tuile et de la poser là. Hein, voilà, mettons, nous étions comme ceci. Et bien justement, la forge des Phaistos. Si j'ai programmé un de mes Gugus pour envoyer à la forge à cette manche, où j'envoie mon Olympien, hein, donc lui, il fait ce qu'il veut. Je viens ici. Alors ici, vous avez vu, autant de joueurs peuvent venir. Hein. Là, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de problème, on fait ce qu'on veut. Enfin là non plus, il n'y a pas de combat, mais par contre, ça limite. Et si tout est plein, je vous le répète, vous prenez un malus au lieu de prendre un bonus. Alors ça, c'est quoi? Regardez, les deux actions qu'on peut faire ici, c'est fabriquer ou produire. Et bien quand vous venez ici, déjà, première chose qui se passe, quand vous y posez, immédiatement, vous produisez. Tout de suite. Bah oui, c'est là. Donc derrière, si vous décidez de faire l'action produire plutôt que fabriquer, vous allez produire 2 fois. C'est important à comprendre. Mais c'est quoi produire? J'y arrive. Sinon, je me pose ici, je fais produire, puisque c'est le bonus de l'emplacement, et derrière, je fais fabriquer. Fabriquer, c'est quoi? C'est transformer le plan d'une de mes technos à moi en réel techno. Donc vous voyez la clepsydre machin là, là c'est le plan, hop je la retourne, c'est génial, c'est la vraie clepsydre. Alors mais si je fais ça, c'est pas gratuit et c'est là où vous devez payer ce qui est écrit en dessous. Et en l'occurrence c'est toujours des fidèles et des aegis. Là ça me coûte 2 aegis et 3 fidèles. Ah oui c'est un peu cher et il y a encore plus cher. En tout cas si j'ai ça, je viens ici, je fabrique, je retourne la tuile et je la mets où? Eh bien là on va la mettre dans l'usine, c'est 3 emplacements là c'est l'atelier. Je la mets sur l'emplacement toujours numéro 1, et je pose mon truc dessus, ça y est, c'est fabriqué, mais ce n'est pas encore sorti de l'usine. Et que se passe-t-il s'il y avait une tuile là, quand je fabrique, vous doutez bien, elle glisse toute seule ici, tac, on la met là, et si on a une autre, elle glisse ici, et ainsi de suite. Alors, si les tuiles glissent et que vous fabriquez une tuile qui était ici ou là, regardez, vous avez réduction d'une ressource, et là, réduction de 2 ressources. Donc du coup, vous voyez, cette tuile-là, qui au départ me coûtait 3 bonhommes et 2 aegis, si j'ai une réduction de 2 ressources, et il se trouve que j'ai quasiment pas de bonhomme, je peux dire que ça me coûte que 2 aegis et un seul bonhomme. Hein, donc c'est très bien. Alors que se passe-t-il s'il y avait une tuile ici, mettons une tuile là, et quelqu'un fait rentrer une tuile avec l'action de l'Olympe et fait glisser, elle doit sortir, génial, du coup elle est fabriquée gratuite. Eh oui. Alors autant vous dire qu'on ne le fait jamais. Hein, quand il y a 3 tuiles ici, généralement on ne va pas en rajouter une 4e pour que le joueur qui est là l'ait gratuite. Sauf évidemment si c'est une tuile à vous. À ce moment-là vous le faites, ça vous permet de sortir la tuile gratuite. L'action produire qu'on fait déjà une fois et qu'on peut faire 2 fois, c'est quoi? Tout simplement de glisser les tuiles qui sont ici d'un cran vers la droite. C'est aussi simple que ça. Alors sachez une chose, à la fin de l'âge, de toute façon, toutes ces tuiles-là glissent d'un cran vers la droite. De toute manière. Bon, c'est bien, et que se passe-t-il? Ça glisse, vous vous doutez bien, s'il y a une tuile ici, elle va sortir. Et là, 2 possibilités, soit c'est une tuile à un autre joueur, vous lui donnez, et vous gagnez 1 point de victoire, parce que vous avez fait sortir la tuile d'un autre joueur, soit c'est votre tuile à vous, vous virez, non, vous ne le virez pas du tout, parce que vous gardez, vous prenez cette tuile, et comme je vous l'ai dit, vous la placez ici, sur un de vos 2 emplacements, pardon, vous voyez pas le plateau perso, tac, voilà, sur un des 2 emplacements, avec votre truc, voilà, ici, là, c'est prêt, c'est construit, ça a tout fait, il n'y a plus qu'à l'envoyer dans le monde mortel, enfin, il n'y a plus que, si je veux dire, il n'y a plus qu'à, hein, il faut quand même le faire, et ça, c'est prêt, donc ça, c'était la forge des Phaistos. Alors, autant venir tout de suite, du coup, sur ce monde mortel. Si, à mon tour, au final, j'envoie quelqu'un dans le monde mortel, déjà, je choisis une ville, je vous ai dit, vous en avez 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Hein, vous avez une ville. Vous venez vous poser déjà. Alors, les villes, l'action, le bonus, c'est toujours la même chose, c'est rajouter des cubes prières ici, dans le puits de prière. Alors, ça va de 1 à 4 et même 0 à Sparte, vous n'en rajoutez pas. Alors, ça, il faut bien comprendre une chose. Ok, à chaque fois, vous gagnerez des cubes prières, vous allez voir comment ça arrive, vous allez les prendre ici. Donc, si vous avez une action, vous gagnez des cubes prières et qu'il n'y en a pas, vous n'en gagnez pas. Hein, c'est quand même très dommage. Mais attention, si quand vous mettez des cubes, notamment en venant faire une action ici, il y a 9 cubes ou plus, vous perdez immédiatement un fidèle, excusez-moi, enfin un cube qui prie là, un fidèle. Donc ça, c'est embêtant. Donc si c'est trop plein, vous en perdez un. Pire, s'il y en a 14 ou plus, quand vous en rajoutez, à ce moment-là, le joueur qui est le plus haut sur la piste ici et qui a un temple, perd son temple. Alors il ne revient pas sur son plateau quand même, mais par contre il est perdu. Je vous ai dit, les temples, c'est des bonus. Et ensuite, on vire tous les cubes prières qui étaient là, on les enlève. Ah ouais, donc non, il ne faut pas trop que ça s'accumule. Alors vous dites, bon, on va tout le temps les chercher. Mais non, mais c'est difficile à avoir, donc le 9, on peut le friser. Nous, dans notre partie, on l'a atteint qu'une fois au dernier tour. Mais sinon, on l'a frisé à 7-8 hein, quand même. Hein, parce que c'est pas évident d'aller les chercher. Et comme à chaque fois qu'on vient faire une action ici, ben, on en rajoute, ça grimpe. Alors comme je vous l'ai dit, première action, vous pouvez décider de prendre juste le bonus de la ville. C'est tout, c'est votre action. Alors les bonus, c'est toujours pareil. Vous gagnez ici de la bonté, c'est votre piste ici. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on va aller pouvoir débloquer tous ces bonus-là. Dans ce cadre-là, vous voyez, je montais de 2 en bonté. Hein, ce que je viens de faire. Alors là, c'est de 2, là, c'est de 1, de 1. Là, c'est vous ne montez pas en bonté. Là, c'est de 2. Hein, donc voilà, ça dépend de la ville où vous allez. Une fois que vous êtes monté en bonté, vous avez le choix. C'est ça toujours, et le choix entre ces deux choses-là. Alors, c'est toujours des fidèles. Alors, en fait, c'est ici qu'on gagne les fidèles. Hein. Vous avez vu que vous en avez besoin pour les technos, bah, c'est là que vous les gagnez, en allant ici. Donc là, ça peut être 2, 3, 2, 4 fidèles, 1 fidèle. Ou alors, si vous voulez pas de fidèles, bah, vous gagnez le cadeau d'à côté. Là, c'est de monter ici. Ici, c'est de faire l'action qui est de prendre une de ces tuiles-là et de la mettre là. Donc, c'est pas mal, hein, parce que vous faites des cadeaux et en même temps, vous faites une action ici sans y être allé. Donc, c'est quand même très bien. Là, c'est pareil. C'est soit les fidèles, soit l'action produire, c'est faire avancer les tuiles. Ça, c'est super aussi. Vous faites une action sur ce plateau sans y être allé à ce tour-là. Là, c'est 2 points de victoire. Et là, c'est une carte combat. Je vais y venir hein, aux cartes combat. Je ne vous ai pas présenté, mais je vais y venir. Mais vous avez compris, c'est pour avoir des combats. Donc, ça, c'est la première action. Je fais ça et je viens là. Très bien. Que se passe-t-il si je voulais ce cadeau-là, là, ça m'intéresse beaucoup, et qu'il y avait un autre joueur à cet endroit-là. Je vais mettre un autre joueur, hein, ça sera quand même un peu plus clair. Voilà. Et qu'il y avait, voilà, il y avait Athéna qui était là. C'est Athéna ? Ouais, je crois que c'est chez elle. Voilà, elle était là, mais moi je voulais aller là. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit ici, le personnage que j'ai mis est un prophète. Si c'est un prophète, il faut savoir que les prophètes ne se battent pas. Donc il n'y a aucun problème, je l'enlève et je prends sa place. Et le prophète devient quoi? Il revient à côté du joueur à qui il appartient. Alors, il a joué à cette manche, il ne rejouera pas. Mais ça n'a pas tellement de conséquences, voire même pas du tout de conséquences. Le prophète ne combat pas. Et puis je viens ici, puis je fais l'action. Pof, il n'y a aucun problème. Que se passe-t-il si c'est pas un prophète qui est là? C'est-à-dire que c'est soit un Olympien, soit un héros, avec la petite épée ici. Et bien à ce moment-là, il y a combat. Alors le combat, ça va se passer là d'une certaine manière parce qu'on est entre joueurs. Mais vous avez aussi le combat contre le jeu, je vous ai dit à cet endroit-là et cet endroit-là, on le verra après. Alors je vais vous expliquer dans une minute. Mais je vais finir les actions de ce plateau avant de vous l'expliquer. Il y a combat, et bien là ça va être très simple. Celui qui perd le combat, que ce soit celui qui était déjà ou celui qui est maintenant, si c'est un héros comme ça, il va aux enfers. Et je vous ai dit, ça c'est embêtant parce que vous ne pouvez plus jouer avec jusqu'à ce que vous soyez allé le chercher. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui que ce soit qui perd. Hein. Alors si c'était l'attaquant, c'est con parce qu'il part aux enfers. Il n'a pas joué à ce tour, parce qu'il n'a pas pu faire cette action, et puis c'est plus à lui de jouer. Donc ce personnage-là, il a perdu son action, il ne l'a pas faite, et en plus il va perdre l'action d'un autre de ses personnages pour aller le chercher, donc il a perdu 2 actions. Quand vous attaquez comme ça, normalement, vous devez gagner. Hein. Et si c'est le personnage qui est en défense, lui, il va aux enfers. Bon, lui, il aura déjà agi à ce tour-là, mais le joueur qui a ce personnage-là va quand même perdre une action parce qu'il faudra aller le rechercher. Donc ça, c'est la première chose, vous pouvez vous mettre là, donc il faut bien comprendre quand vous y posez, vous pouvez dégager quelqu'un de la sorte. Si c'est un prophète, il n'y a aucun problème, il dégage. Alors, les Olympiens, eux, c'est particulier, ne vont pas aux enfers. Ils vont pas aux enfers, eux ils reviennent près de votre plateau. Alors vous le couchez juste pour pas oublier que cette manche-là il joue pas, hein, c'est fait, parce qu'il a fait une action juste avant. Vous perdez un point de victoire quand même, oui c'est un peu honteux d'avoir un Olympien qui perd, hein, vous perdez un point de victoire, et au début de manche suivante vous le redressez, vous le jouerez normalement. Bon, les conséquences sont moindres quand vous envoyez un héros, vous perdez en gros un point de victoire si vous perdez. Donc ici, il est peut-être mieux d'envoyer des prophètes ou d'envoyer ça quand vous faites cette action-là, comme je viens de vous l'expliquer. Par contre, quand vous allez faire l'action où je viens tout de suite, la deuxième action possible, qui est de venir se poser une tuile ici, il faudra quand même mieux arriver à faire face au combat. Alors, petite chose, les temples dont je vous ai parlé tout à l'heure, si vous venez faire cette action-là, c'est rappelé ici, c'est l'action influencée en l'occurrence, vous gagnez, en plus des cadeaux,
vous montez de 1 de plus sur cette piste-là, bonté, ou alors, pardon, vous gagnez un fidèle de plus. Donc par exemple, si j'avais eu un temple ici, j'aurais pu tout à fait monter sur cette piste-là, je gagne 2 ici, et puis je décide de quand même gagner 1 grâce à mon bonus de temple. Un prieur, là, un fidèle. Voilà, donc ça c'est la première action. Deuxième action, c'est donc aller placer ce genre de choses-là. Donc à mon tour, je peux décider, si je viens ici, de dire je place une tuile comme ça. Bien, alors qu'est-ce que ça va me faire? Waouh, plein de choses bien, vous allez voir. Mais avant toute chose, quand vous placez une tuile comme ça, c'est votre action, vous pouvez dire, est-ce que quelqu'un me conteste? Ah, qu'est-ce donc? Et c'est là où quand vous venez ici pour faire cette action-là, il vaut mieux y aller assez costaud quand même. Quand vous venez ici pour faire cette action-là, à la limite, vous envoyez un prophète. Parce que si vous vous faites castagner au tour suivant, parce que quelqu'un veut vous prendre cette place-là, bah, vous récupérez votre prophète, c'est tout. Après, vous pouvez vouloir bloquer la place pour un autre joueur, auquel cas, il faudra être costaud. Mais bon, quand vous posez une tuile, par contre, il faut tenir la route. Quelqu'un peut... Alors, on commence, pardon, on prend l'ordre du tour, on prend le dernier dans l'ordre du tour, on lui dit, est-ce que tu veux contester la pose de cette tuile? S'il dit non, on remonte, ainsi de suite. Si quelqu'un conteste, qu'est-ce qui se passe? Combat. Ah, avec quoi? Alors, le joueur est obligé de prendre un personnage qui lui reste, qui n'a pas encore joué à cette manche. Donc ça veut dire que si vous êtes à la fin et qu'il n'y a plus personne qui a de personnage, vous risquez rien. Parce qu'ils ne peuvent pas vous attaquer, ils n'ont plus personne de dispo. Ensuite, ce personnage va venir combattre, donc, et s'il gagne, ça aura été son action du tour d'avoir combattu. Hein, donc vous ne l'utiliserez pas pour ce que vous aviez prévu au début. C'est quand même, du coup, ça ralentit un peu forcément la volonté de combat. Après, résolution pareil, hein, s'il perd, il file là-bas, si c'est celui qui s'était posé, il file là-bas. Ok, qu'est-ce que ça change? Alors vous allez voir, on va gagner pas mal de cadeaux quand on pose une tuile. Ben, celui qui vient vous contester, s'il gagne le combat, va pouvoir vous piquer un cadeau. Ah, et on gagne combien de cadeaux? Ben, plusieurs, mais lui vous en pique qu'un. Bon, c'est pas dramatique, vous allez quand même avoir tous les cadeaux d'avoir posé la tuile, sauf un que l'autre prend. C'est généralement toujours le même. Alors c'est important parce que vous avez vu, pour amener la tuile jusqu'ici, c'est quand même un gros boulot. Hein. Donc si en vous combattant, vous avez pété tout ça, ce serait trop dur. Donc là, vous perdez juste un cadeau. Alors c'est quoi ce cadeau? Alors déjà, si vous avez un temple ici, regardez, vous allez gagner soit un point de victoire, soit une prière que vous prenez dans le puits des prières. C'est le petit symbole des mains ouvertes. Hein. Ça, c'est gagner une prière du puits de prière. Donc vous choisissez un point ou une prière. Donc ça, c'est si vous avez un temple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous posez une tuile comme ça, vous gagnez immédiatement le bonus qui est écrit en dessous. C'est toujours pareil, c'est point de victoire, prière et piste de bonté. Là, c'est 2 points de victoire, 2 prières, toujours pris dans le puits de prière, hein, il faut qu'il y en ait. Hein. Sinon, vous ne les prenez pas, tout simplement, et piste de bonté. Piste de bonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez où est monté votre cube ici, et vous prenez tous les bonus qui sont passés. Si vous êtes arrivé en haut, en règle générale, quand on fait ça, on arrive en haut. Hein. Vous enlevez une étincelle ici, que vous puissiez enlever hein, quand même, sur la gauche. Vous prenez une carte combat, j'y reviendrai, vous verrez où vous les piochez, donc vous combattrez mieux. Immédiatement, vous pouvez gagner des points de victoire en fonction des tuiles que vous avez sur le plateau, vous allez voir ça dans un instant. Vous regagnez un point de victoire, et vous montez sur cette piste-là. Et oui, vous prenez tout. Mais alors par contre, votre cube, vous le redescendez. Donc il faudra le remonter pour venir à nouveau gagner quand vous reposez une tuile. Mais enfin, de toute façon, comme poser les tuiles, c'est un peu galère, à moins que vous les ayez enchaînées, mais sinon, vous aurez le temps de remonter votre piste ici. Donc, en règle générale, quand quelqu'un vous contre, et vous prend un de ces bonus-là, parce que lui, le bonus qu'il va prendre, c'est un de ces trois-là. Quand il vous contre, et ben, en règle générale, il vous prend celui-là. Hein. Parce que quand vous allez là, généralement, vous êtes au taquet ici, c'est beaucoup de cadeaux et il vous dit, bah, moi je prends ce bonus. Bah, on regarde votre plateau à vous, hein, qui avait fait poser cette tuile-là, il prend tous les bonus auxquels vous aviez droit et vous descendez votre cube. Généralement, c'est ça qu'on se fait contrer, qu'on se prend dans les dents, parce que là, il y a beaucoup de cadeaux. En tout cas, ça, c'est les cadeaux, et c'est vraiment pas du tout négligeable, c'est quand même tout à fait considérable. Ensuite, je vous ai expliqué la point de victoire ou prière si vous aviez un temple dans cet endroit-là. Ensuite, on va regarder si le symbole qui est ici correspond au symbole de la ville. Si c'est le cas, vous gagnez un point de victoire supplémentaire. Alors comme vous voyez, par exemple, ce symbole-là, il aurait été quand même beaucoup plus malin de le mettre ici, hein, parce que là, ça match, donc ça faisait un point de victoire supplémentaire. Enfin, on va regarder si la tuile est liée. Alors comment une tuile est liée? Regardez, les tuiles, elles ont des petites encoches, vous voyez, là, c'est ici et là. Si, quand vous vous placez, si j'avais été ici, j'avais une tuile ici avec une petite encoche, hein, il faut que ça soit en regard, immédiatement, j'ai marqué un point de victoire, et le propriétaire de cette tuile-là en marquait un aussi. Donc si c'était moi, je marquais un point de victoire pour cette tuile, un point de victoire pour cette tuile. Attention, regardez, vous avez des connexions entre les villes. Donc là, ça marche aussi. Bon, là, il n'y a pas de petite encoche en bas, mais si j'avais une petite encoche en bas et qu'il y avait une tuile ici avec une petite encoche sur le côté, on les considérait connectés, il y avait un point et un point pour chacun des propriétaires. Donc au final, on gagne tout ça. On gagne un point de victoire si le symbole match, on va gagner point de victoire ou prière si on avait mis ça, ça fait beaucoup de cadeaux. Hein, et tous les cadeaux de la piste ici, si vous l'avez monté, si vous n'êtes pas fait contester, sinon on vous l'aura piqué, c'est certain. Et sans oublier bien évidemment le bonus. Là par exemple, une fois par âge, quand je gagne le bonus d'un emplacement de lieu, je gagne le bonus une seconde fois, c'est ce que je vous disais. Donc, et ça c'est très important. Donc quand vous arrivez à placer ça, vous avez bien compris, c'était un peu long, mais
ça marche bien. Mais quand vous les placez, ayez du répondant. Hein. N'y allez pas avec un prophète, quoi. Il faut avoir du répondant, parce qu'il ne s'agit pas de se faire contrer, de se faire piquer ce cadeau-là, quand même. Hein. Donc là, j'ai fini ce plateau. Allez, autant vous dire comment fonctionnent les combats. Alors les combats, il faut savoir qu'on a tous un tas de cartes combat, là. Vous voyez, il y en a plein. Alors, il y en a une qui est un peu particulière, voilà, c'est celle-là, qui est beaucoup plus puissante que les autres, elle a une petite flèche, là. Alors celle-là, vous la mettez à côté de votre plateau perso, là-bas. Hein, parce que pour la gagner, il va falloir virer une tuile. Il y a une tuile qui, en récompense, vous donne cette carte-là, qui est plus puissante que les autres. Mais mis à part ça, bon, peu importe, je la mets dedans. On a ce paquet, on a une carte combat en début de partie, mais je vous avais vu, il y a plein d'endroits, je vous ai dit, ah ben là, vous gagnez une carte combat, là, vous gagnez une carte combat, dès qu'il y a ce petit symbole. Quand c'est le cas, vous piochez une carte combat dans votre tas à vous, hein. Donc on en a tous, et on va avoir ces cartes combat. Lorsque l'on va jouer contre un joueur, on fait un combat contre un joueur, on va utiliser ces jetons-là. Alors chaque joueur va avoir un jeton, arrêter, continuer. Ça se passe en rounds successifs. Comment ça se passe? Première chose, je choisis une carte combat de ma main. Bon, si j'en ai plus, c'est fini. Ça se doute bien. Je la prends, je la choisis, je la pose. L'autre joueur, c'est pas ce que j'ai mis. Ensuite, je décide si j'arrête ou je continue le combat. Mettons que je continue. Je pose ma main dessus pour pas qu'il voit que je suis en train de ce que je fais, il fait pareil, et quand on a fait tous les deux, on révèle ça, et on révèle pas la carte, pardon, on révèle ça. Si, mettons, j'avais dit j'arrête le combat, à ce moment-là, je récupère la carte que j'avais posée, je la remets dans ma main. Non, je la retourne pas, je la récupère. Par contre, si j'avais dit je continue, on retourne la carte combat. Ok, et qu'est-ce qu'on fait après? Alors après, vous verrez, chaque carte combat vous apporte de la force. Et vous doutez bien que celui qui gagne le combat, c'est celui qui en a le plus. Et ben, quand on en est là, comme on avait dit continuer, ben on va continuer. Je reprends le jeton, je reprends mes cartes en main, je repose une carte comme ça, je recache mon jeton, je le mets comme ça, et je dis, allez, on libère. Ah ben, je continue. Je retourne une carte combat. Et là, à ce moment-là, on dit, ah ben voilà, j'ai tant de force avec mes cartes, et l'autre il dit, ben moi j'ai tant de force avec mes cartes. Et comme on cherche à avoir le plus de force, ben, on va voir si on continue ou on arrête. Alors, quand est-ce qu'on continue et qu'on arrête? Bon, alors déjà, vous avez compris, alors ces cartes-là, quand on aura fini le combat, on les défausse, on a une petite défausse là à côté, donc on les a plus en main. Donc si vous aviez 3 cartes combat, vous faites un combat, et à la fin du combat, vous n'en avez plus en main, ben, vous êtes tout fragile derrière. Vous n'allez pas enchaîner 4-5 combats d'affilée. Hein. Donc il faut penser aussi à ça, à les économiser. Ensuite, l'anatomie d'une carte combat. Vous vous souvenez de, hop, cette petite piste-là que je vous montre, hein, qui part de 2, qui va jusqu'à 6. En fait, ça, ce sont vos points de, je sais plus quoi, de détermination, un truc comme ça. Regardez, vous avez un chiffre avec le même symbole ici. Et bien, au cours d'un combat, vous ne pouvez pas jouer plus de cartes que la valeur de votre détermination en additionnant ces valeurs. Ah oui, on est à 0. Mais si au début vous êtes à 2, parce qu'au début on est à 2, bah en gros, vous allez pouvoir jouer des cartes les unes à côté des autres, mais il faut que la somme de ces chiffres-là des cartes ne dépasse pas 2. Alors il y a des cartes 0, hein, mais ça vous limite. Donc vous comprenez pourquoi il faut monter. Sinon, même si vous avez des super cartes, oh, j'ai 5 cartes, je peux faire 11 en force, c'est génial. Oui, enfin si vous êtes à 2, vous n'allez pas jouer vos 5 cartes. Hein. Ça va vite être le maximum, ça ne va pas être possible. Alors après, qu'est-ce qui se passe sur les cartes combat? Première chose, une carte combat, ça vous apporte la force qui est indiquée ici. La force c'est ça. Donc voilà, cela m'apporte 2 en force, cela m'apporte 1 en force. C'est tout simple. Ensuite, vous avez les bonus combos. Alors là, vous avez 2 symboles possibles. Vous avez l'espèce de machin là qui se tortille. Si vous voyez, je mets 2 cartes combat côte à côte. Regardez, là, ça match. Donc j'ai plus 1. Donc si j'étais dans cette configuration-là, que j'avais joué ces 2 cartes combat, j'avais 1, 2, 3, 4 en force. Alors il y a un autre symbole, il n'y en a que 2, hein, de symboles comme ça, c'est avec une épée. Alors je vous la montre là, voilà, vous voyez ça c'est le manche de l'épée, et voilà, si j'avais joué ces 2 cartes là, là ça match, 3 points de victoire, 3 force, 2 de force, ça fait 5 de force, plus 1, 6 de force. Et j'ai utilisé 2 hein, ici. Donc avec ces 2 là, j'ai 6 de force. Alors il faut savoir aussi qu'en plus, c'est comme ça qu'on calcule, hein, tout simplement votre force, vous avez des cartes qui ont des bonus. Regardez, réduisez de 1 la valeur ici de la prochaine carte divin, vous voyez, marqué divin, parce qu'il dit parfois c'est arme, divin, et différents qualificatifs, que vous jouez durant ce combat. Minimum 0. Donc là, vous voyez, il y a encore un texte. Donc il faut bien surveiller ces textes, que vous ayez des cartes avec des chouettes bonus, là, hein, qui vous permettent de mieux combattre. Donc encore une fois, quand on combat, on fait ça, je viens de vous l'expliquer, jusqu'à ce que les 2 joueurs arrêtent. Si un joueur arrête et récupère la carte, et que l'autre ne veut pas arrêter, il continue, bon, il fait plus ça, il pose les cartes, il pose les cartes, il pose les cartes. Et à la fin, donc on regarde, en fonction des bonus qu'il y avait écrit ici, le gros chiffre ici, éventuellement les petites formes qui matchent ici, et on voit combien on a fait de force. Et vous, vous doutez bien, celui qui a le plus de force gagne. En cas d'égalité, c'est le défenseur qui gagne toujours. Alors là, le hasard dans les cartes combat, il existe, vous ne savez absolument pas ce qu'a l'autre. Et notamment avec les bonus, on peut vous sortir un bonus qui vous détruit vos stratégies avec vos cartes combat. Donc là, il y a un petit peu de hasard qui est un peu rude, parce qu'on ne sait pas du tout ce que peut avoir l'autre. On verra bien les cartes qui sortent. Vous pouvez juste voir combien il en a des cartes. Bon, c'est tout. Et à combien est sa piste là-haut, là, sur le plateau, pour voir combien, s'il en joue beaucoup ou pas trop. Mais c'est compliqué d'anticiper. Donc vous dites, bah voilà, moi j'ai combien? J'ai 10-11 en combat, c'est vachement bien, 10-11. Bon, bah je pense que ça va. Mais c'est tout.
Après, vous savez pas ce qui va vous sortir. Mais c'est pire, vous allez voir quand on combat le jeu. En tout cas, c'est comme ça que se déroule un combat entre joueurs. Et vous allez voir, contre le jeu, c'est encore plus simple. Allez, puisqu'on parle de combat contre le jeu, je vais venir ici. Si vous venez là, vous avez deux possibilités. Venez ici et vous prenez 2 cartes combat. Alors, c'est toujours dans votre tas. Hein. Hop. Donc, ça veut dire que j'augmente ma main de cartes combat. Donc, c'est très très bien. Ou alors, là, il n'y a qu'un joueur qui peut y aller hein, dans la manche. Je vous rappelle que les combats ne se passent que ici. Hein. Ici, vous ne pouvez pas combattre un pion pour le virer. Hein. Vous êtes obligé d'aller sur la place à côté ou là et vous prendre le malus. Alors là, en l'occurrence, c'est pas possible. Pourquoi? Excusez-moi, parce que vous avez des pointillés. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde peut y aller. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de malus. Attention, les moires. Regardez, vous ne pouvez pas y envoyer de prophète. Faites bien attention à ça, parce que vous n'allez pas envoyer votre prophète dans les moires. En l'occurrence, c'est pas un prophète, donc ça tombe bien. Mais vous ne pouvez pas y envoyer votre prophète. Alors, il n'y a pas que les moires, il y a aussi le Colisée. Alors, c'est pas pour rien que vous ne pouvez pas envoyer votre prophète, c'est comme je vous ai dit, les prophètes ne se battent pas. Si vous arrivez avec un prophète, il dégage, il rentre chez lui. Et bien, ici, il y a des combats. Donc, vous n'avez pas envoyé un prophète alors qu'il ne combat pas. Donc, c'est les deux plateaux, les prophètes ne vont pas. Donc, faites attention à qui vous envoyez. Bref, je viens ici, je gagne un point de victoire. Là, je prends 2 cartes. Ensuite, je fais quoi? Alors, en fait, ici, je ne vais pas vous les mettre parce que je suis plus qu'en bord de champ, mais vous avez des emplacements pour 3 cartes. Et hop, c'est dessiné un peu, avec une petite flèche là entre. Vous avez des emplacements pour 3 cartes. Alors les cartes, ce sont ces cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, les grandes là. Hop, excusez-moi, je les sors parce qu'il y a aussi d'autres cartes. Voilà. Ce sont des grandes cartes comme ça. Il y en a 3. Et en fait, on va pouvoir faire des quêtes. Alors vous avez les cartes bleues, qui sont des quêtes par étapes, comme vous pouvez voir. Il peut y en avoir 2, il peut y en avoir plus. Des cartes rouges qui sont des combats, tout simplement. Alors une carte bleue, je vais vous en mettre une où il y a un peu plus d'étapes. Comment ça se passe? Si je vais là et que je décide de faire ça, personne n'a jamais rien fait dans cette quête, je vais essayer de résoudre la première étape de la quête. Par exemple, c'est renvoyer un de vos héros de l'oracle. Donc il faudrait que j'en ai un là-bas, que je le récupère. Hein, ça va, et ça me fait gagner quoi? Ce qui est écrit au-dessus, là, avec le petit amphore, je gagne 3 gugus comme ça. Ok, j'ai fait ça, c'est tout. Non, je peux continuer. Ça, c'était l'étape 1, je peux faire l'étape 2 de la quête. Mais alors, si je veux faire les 2 dans le même tour, il faut que je défausse une de mes cartes combat en main. Ah oui, c'est ouais. Bon, tant pis. Là, c'est avoir le pilier divin, ascension. Alors les piliers divins, c'est les cartes de début. Vous vous souvenez là, celle-là. Si vous avez choisi ascension, vous l'aviez anticipé ça. Hein, à ce moment-là, vous passez au deuxième. Donc vous gagnez une étincelle. En fait, vous enlevez une étincelle de votre plateau, vous gagnez le bonus étincelle et en même temps vous commencez à libérer des tuiles. Vous pouvez continuer si vous avez toujours une carte, renvoyer un de vos prophètes d'Athènes, voilà, là vous gagnez 2 Aegis, à nouveau vous pouvez défausser une carte et vous gagnez, hop, là vous faites ça, hein, avoir le pilier divin symbolique, bon là ça va être dur de le faire du coup, en une seule manche c'est impossible, puisqu'on ne peut pas avoir 2 piliers divins et vous gagnez étincelle. Alors si vous faites la dernière étape, immédiatement vous gagnez en plus le cadeau ici. Hein, donc là, c'est d'aller récupérer un prophète qui est bloqué là sur une de vos tuiles et 3 points de victoire. Ils sont toujours bien. Mais vous pouvez très bien avoir un joueur qui a fait ces 2-là dans un âge suivant, vous faites ces 2-là, c'est vous qui avez fait le dernier, vous gagnez ça. Même si c'est quelqu'un d'autre qui a fait les 2 premiers. Alors en fait, ces cartes-là, il y en a 3, je vous ai dit, qui sont alignées à la fin d'un... Alors, si vous finissez tout, on l'enlève, on ne la remplace pas. Hein. On l'enlève. Et à la fin de l'âge, on va prendre la carte qui est la plus à droite, on la sort du jeu. S'il y avait des jetons faits, parce que des étapes faites par des joueurs, on les rend aux joueurs, et on glisse les cartes qui restent là, et on re-remplit ici avec d'autres cartes, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la carte quête. Bon, vous voyez, ces cartes quête, ça va, vous savez exactement ce que vous avez à faire, donc c'est pas bien compliqué. Ça vous consomme des cartes combat si vous faites plusieurs étapes, et ça vous pourra rapporter pas mal de cadeaux. Vous pouvez pas trop faire de techno et partir à faire plein de choses comme ça. Alors les cartes combat, c'est un peu différent. Les cartes combat, vous allez combattre quelqu'un qui a une force. Alors vous voyez, il a 1 en force. Ok. Et ça veut dire quoi? Eh bien, qu'il va avoir droit à une carte combat, lui, en plus. Ah, une carte combat, mais où? Dans le tas de qui? En fait, vous avez des cartes combat pour le jeu. Alors, je ne vous les mets pas toutes, là, j'ai pas réussi à toutes les attraper, vous avez tout un cas de cartes combat qu'on vient d'ailleurs poser tout là-bas. Si vous combattez, mettons celui-là. Il a 1 en force, ensuite je pioche une carte combat. Alors je vous dis, vous voyez, là il a 4 en force, je vais vous faire celui-là, ça ira. Mais vous avez des cartes où vous en piochez plus d'une. Bon, je ne vais pas les trouver, mais c'est pas très grave. Hop. Bon, vous me croyez sur parole? Vous avez des cartes où ici il y a marqué 2 par exemple, juste devant ce petit symbole. Ça veut dire qu'il faut piocher 2 cartes combat. Bon, lui c'est 1 en force, une carte combat. Ok, je pioche une carte combat là-bas, parce que c'est ce qui est écrit, je le mets. Ah, et ben écoutez, ça tombe plutôt bien, parce que là, regardez, je regarde la valeur en force que j'additionne avec celle-là. Oh bah écoutez, là j'ai du bol. Hein. 1 en force, là il y a 0. Ça peut aller jusqu'à 5. Hein. Là j'ai 1, j'ai 0. Lui il a que 1 en force toujours. Mais ce n'est pas tout. Regardez les petits symboles. Ça c'est l'eau, ça c'est l'air. Je regarde si les petits symboles ici sont allumés, entre guillemets. Vous voyez, ces deux-là sont gris, donc j'en tiens pas compte. Par contre là, la terre, elle est bien colorée et l'eau est bien colorée, donc ces deux-là existent. Et bien là, regardez, si j'ai un symbole comme ça, coloré, je rajoute 1 point de force, ce n'est pas le cas. Si j'ai un symbole comme ça coloré, c'est le cas, je rajoute 1 point de force. Donc là, j'ai 1 plus 0, 1 plus, il y a un truc qui match, plus 1, ça me fait 2 points de force. C'est tout petit. Mais alors là, c'est vraiment le hasard. J'aurais pu piocher une carte 5, hein.
avec par exemple les deux symboles. Si j'avais une carte 5 avec les deux symboles, au lieu d'avoir 2 de force, il avait 5, 6, 7, 8. Donc juste sur du hasard du tirage de cartes, je peux passer sur la même carte que je combats à une force de 2 à 8. Imaginez la différence. C'est considérable. Moi, c'est ce hasard qui me gêne. Hein. Parce que c'est imprévisible. Vous tirez une carte, donc vous ne savez pas ce qui va arriver là. Donc c'est très embêtant. Et dans les cartouches où il y a marqué 2, ben, vous en tirez 2, donc je ne raconte pas le hasard. Alors ce cartouche-là, il signifie quoi? Il signifie simplement que vous, quand vous allez combattre, donc vous allez utiliser vos cartes combat que vous avez en main, vous allez devoir jouer au moins un symbole comme ceci là, et un symbole comme cela. Il faut que vos cartes les possèdent. Vous êtes obligé, sinon vous n'avez pas le droit de le combattre. Et après, vous, comment vous faites? Vous faites, alors il y a une défausse hein, ici, vous faites comme d'habitude, hein, vous avez votre main de cartes combat, vous avez ça, vous dites, bon alors combien il a fait? Il a fait 2 en force, moi je vais faire, là j'ai combien? Là j'ai 1, voyons voir, je vais jouer ces 2 cartes-là, alors il n'y a pas le coup d'arrêt, je commence, hein, vous choisissez les cartes que vous jouez, vous surveillez, vous en jouez pas trop par rapport à votre capacité, et puis je joue ces 2-là, j'ai 2, 3, et puis là j'ai un petit bonus, j'ai 4, lui il avait combien? Il avait 2, c'est bon, j'ai gagné. Tout simplement. J'ai gagné quoi? J'ai gagné ce combat. Est-ce que j'avais ces deux symboles-là? En l'occurrence, non. Donc je ne pouvais pas faire ce que je viens de vous dire, parce qu'il fallait un symbole montagne, je l'ai. Mais ce symbole-là, vous voyez, je ne l'ai sur aucune des 2 cartes. Donc je ne pouvais pas. D'ailleurs, si j'avais ça en main, j'aurais pas pu faire ce combat, parce que je n'avais nulle part ce symbole-là actif. Hein. Donc, en tout cas, si vous gagnez, s'il y avait eu ce symbole, immédiatement, vous prenez le bonus qui est en haut, vous virez une étincelle, vous prenez le bonus étincelle, vous gagnez un point de victoire, et 2 prières, vous prenez, non, dans la réserve en plus, je crois. Non, pardon, dans le puits des prières, c'est le symbole comme ça que vous mettez sur votre plateau, s'il y en a. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les combats, alors c'est le même système, hein, vous tenez compte de ça aussi pour vous, alors pas pour eux, hein, eux, vous comptez que la valeur qui est là, et puis les petits symboles en fonction de ce qui est écrit là, du coup, vous avez gagné ça. Alors ça, évidemment, je le répète, vous pouvez jouer ça, mais bonjour le hasard. Moi, si je rejoue à Ibris, je ne ferai jamais de combat à cause de ça. Alors c'est un peu embêtant, je m'interdis une action, mais je peux pas me dire, là il me faut peut-être 2 en force, ou alors il me faudra 8 en force, c'est pas possible, je peux pas jouer comme ça. Donc ça c'est quand même très dommage. Moi j'ai un joueur, je vous dis qu'il a fait, il a fait 2 combats où pas de bol, il fallait qu'il fasse 11. Dans les 2 combats, hein, il s'est tapé 11. Et lui il arrivait à 8-9. C'est déjà bien 8-9 avec ses cartes. Il arrivait à 8-9, mais pas plus. Pas de bol, quoi. Et non, fallait faire 11, parce qu'en fonction des cartes qui étaient tirées là-bas. C'est le point négatif pour moi de ce jeu, ce hasard-là. Alors vous pouvez dire, non, du coup, les moires, c'est bon, j'y vais pas. Ouais, mais c'est un peu dommage, quoi. Du coup, il y a un truc que vous faites pas. Maintenant, vous pouvez aussi faire les cartes bleues. Les cartes bleues, il n'y a pas ce hasard de tirage, puisque vous savez ce que vous devez faire. Donc, c'est pas rédhibitoire. C'est ça que je suis en train de dire. C'est pas rédhibitoire. Mais enfin, c'est un petit peu dommage. Après, par contre, les combats qui sont ici, notamment pour vous bloquer, et vu que ça dépend des cartes que chacun a en main, il n'y a aucun moyen de contrôle de savoir la puissance militaire de l'autre, là aussi, c'est un peu rude parce que vous pouvez perdre. Moi j'ai eu un combat, je l'ai gagné quand même, mais j'avais que des cartes divins. L'autre il a joué une carte où il disait la prochaine carte divin de votre adversaire, elle a 0 en force. Heureusement, ça m'a pas gêné. Parce que ma carte m'a amené un pouvoir, mais pas de force. Mais bon, vous voyez, tout ça, c'est du hasard. Il sort ça, bim, j'ai une carte divin, pas de bol. Ah ouais, mais ma carte divin a 0 en force. Elle apporte en fait un bonus, qui n'est pas la force. Ah du coup, ta carte marche pas. Voilà, juste le hasard, quoi, qui fait ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé plus de stratégie dans ces combats. Alors que là, c'est juste, je cherche à faire un chiffre le plus haut possible. Et je croise les doigts que ça passe. Voilà, je le répète un peu, mais c'est ça. Je cherche à faire le plus haut possible. Alors je le répète, dans les moires, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez même y aller et faire les quêtes bleues, auquel cas vous n'aurez pas de combat. Par contre, ici, vous êtes obligé et vous ferez face. Donc moi, j'ai réussi à... J'en ai fait un combat où j'ai gagné, mais je pouvais monter à 15 en force, je crois. Donc j'étais tranquille. Mais bon, il n'y a plus de hasard là. Mais bon, il a fallu pouvoir arriver jusque-là. Donc, et d'ailleurs, l'autre n'a pas combattu parce qu'il a bien vu que j'allais l'éclater. Parce qu'en plus, là, vous avez une carte comme ça qui vous donne plus 3 en force pour tous vos combats de cet âge. À partir du moment où vous avez joué votre Olympien, rappelez-vous que ces bonus-là ne se déclenchent que quand vous avez joué votre Olympien, pas avant. Donc encore une fois, voilà, j'ai eu ça. Après, le reste du temps, j'ai fait un peu d'esbrouf, quoi. J'ai dit, ouais, vas-y, de toute façon, j'ai ma carte plus 3 en force, t'as vu, j'ai 5 cartes, si tu veux me bloquer, essaye. Voilà, ils n'ont pas essayé. mais plusieurs fois dans la partie. Mais voilà, ça se joue juste à ça. Donc, moi, je trouve ça dommage. Il y a des joueurs d'Améritrage qui vont trouver ça génial. Mais moi, forcément, non. Allez, c'était un gros morceau, ça, du jeu. Je vais aller beaucoup plus vite pour la suite. Ici, 3 emplacements, un point de victoire, une carte combat que vous prenez dans votre tas ou un Aegis en fonction de vous y allez. Et vous allez pouvoir choper un de ces personnages. Alors, ces personnages, en fait, ils sont tous là-bas. Vous voyez, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. J'en ai 5, très exactement. Donc, j'ai 5 comme ça qu'on place debout ici. Et chacun, en fait, a une carte et il a un pouvoir. Vous voyez, Calypso, par exemple, là, avec activer Calypso ne coûte pas d'Aegis. C'est super. Donc, si vous arrivez à la choper, à la jouer, elle va vous rajouter un personnage. Alors, moi, je l'ai prise. Mais quand vous la jouez, vous ne consommez pas d'Aegis. Donc, c'est quand même très très bien. Ça, là, elle est super. Comment on peut les avoir? Vous allez là-bas et vous combattez.
Ah, c'est l'action combattre. Et comment je combats? Alors si vous y allez, qu'il n'y a plus de place, vous voyez, ça vous coûte un Aegis. Je vous répète pas les malus, mais ils sont indiqués sur les plateaux. Alors je vous le répète, pas le prophète. Comment je combats? Vous avez bien compris, c'est comme ce que je viens de vous montrer. Elle a 3 en force, je tire une carte du paquet, je regarde la force, j'additionne avec ces 3, et s'il y a un symbole d'air comme ça, et c'est encore plus 1. Et moi, il faut que je fasse quoi? Il faut que je fasse plus. Alors quand je combats contre le jeu, il faut toujours faire strictement plus. Non, pardon. Il faut faire plus ou égal, excusez-moi, il faut faire plus ou égal pour combattre, pour battre. Si je la bats, je la prends, je pose cette carte à côté de moi pour me rappeler que c'est moi qui l'ai, et puis elle, maintenant, elle fait partie de mes personnages que je peux renvoyer. En plus, elle est gratuite, alors chacun ont leur bonus, bien évidemment, vous les verrez, mais en tout cas, c'est des personnages que l'on peut gagner en faisant combattre, et on fait un combat. Et donc, pas de prophète. Alors, l'autre action qu'on peut faire ici, en fait, c'est s'entraîner. S'entraîner, c'est quoi? C'est prendre une carte combat, mais d'ici, pas de notre tas, et la prendre dans sa main. Tout simplement. Donc c'est évidemment pas des cartes qui sont les mêmes que celles qu'on a dans nos cartes. Alors les cartes qu'on a ici, il y en a qui sont communes à tous les joueurs et d'autres qui sont spécifiques à votre personnage. Voilà, donc ça c'était assez simple. L'enfer c'est très simple, je passe ici, c'est très simple. Vous allez vous y poser dans l'enfer, soit une carte combat de votre tas pour mettre dans votre main, soit vous montez sur votre piste ici, soit vous gagnez un point de victoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez ressusciter un de vos personnages, le remettre dans votre zone de jeu, ou bien prendre des Aegis. Alors les Aegis, combien vous en prenez? Je vous ai dit que c'est ici qu'on peut en prendre, avec l'action drainer. En fait, il y a une petite zone de cartes là que je vous ai pas mis. En début de partie, on y met Chronos, un primordial qu'on a vaincu, tout simplement. Regardez, il y a marqué 3 Aegis ici. Je mets là. Et si je viens là pour faire ça, je gagne combat. 3 Aegis. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc je viens ici pour soit ressusciter, soit, j'ai bien dit soit, prendre 3 Aegis. C'est ici qu'on peut prendre des Aegis. Si vous avez fait des bêtises, vous n'avez plus du tout d'Aegis, du coup vous pouvez envoyer aucun de vos personnages qui est comme ça, donc vous êtes obligé en fait d'envoyer votre Olympien ici pour prendre les 3 Aegis et pouvoir jouer, comme je vous l'ai dit, vos autres personnages. Voilà, c'est tout. Alors pourquoi j'ai mis une carte? Parce qu'en fait il y en a plein d'autres. Ah bon, et en fait à chaque partie ça change? Non, vous allez voir. Il y a une autre mécanique et ça vient ici, on va le voir dans un instant. L'instant est venu. Donc que fait-on ici? On gagne soit un fidèle, soit on prend ici une prière, je vous rappelle c'est pour faire ces actions-là, soit on monte sa piste bonté. Et qu'est-ce que je fais? Je peux percevoir ou présage. Alors percevoir c'est quoi? Vous avez des cartes prémonition. Alors on commence tous avec une carte prémonition, la partie. Si je fais percevoir, je gagne un point de victoire. Alors c'est écrit nulle part. Et pourtant, c'est écrit dans la règle. Là, je suis surpris. Il n'y a pas écrit percevoir avec un petit drapeau pour nous rappeler de gagner un point de victoire. Non. Il faut s'en souvenir parce que c'est écrit dans la règle. Bon, bref, on gagne un point de victoire. Et on prend une carte comme ça. La carte comme ça, c'est quoi? C'est toujours pareil. Il y a un truc à faire. Là, envoyer un personnage à Lemnos, qui est la ville, qui est je ne sais plus où, ici. Envoyer un personnage à Lemnos et avoir une technologie petit temple à Lemnos. Et quand vous avez rempli cette condition, tout de suite, vous jouez la carte. Vous dites, c'est bon. Je l'ai joué. Donc si j'avais tiré cette carte-là à un moment de ma partie, évidemment je vais essayer de le faire. Donc je vais faire une techno ici qui a cette gueule-là en envoyant un personnage. Et au moment où je la fais et que j'ai mon personnage, je dis hop, attendez, regardez, tac, j'ai fait ça. Et qu'est-ce que vous gagnez? Ce qui est écrit en dessous. Je vire en l'occurrence une étincelle et je peux faire une action produire, c'est-à-dire faire avancer ici. Alors évidemment, vous en avez plein, il y en a même une, vous verrez, qui a pas de condition, qui vous donne juste un bonus, vous avez plein de choses, à chaque fois vous avez le cadeau, et là ce qu'il faut faire, envoyer un personnage à Elise, c'est un peu la même chose là, oui là en plus elle doit être mal mélangée, voilà, complétez une autre prémonition et vous pouvez virer une étincelle, voilà, si vous avez cette carte là, une autre carte prémonition, vous la réalisez, hop, vous la sortez, puis hop, vous sortez celle-là derrière, j'ai réalisé une prémonition, donc pof. Voilà, ce sont des mini-quêtes personnelles, tout simplement. Alors là pareil, c'est le hasard complet quand on les tire, c'est un peu dommage. C'est comme ces cartes-là, ici, mais même les cartes là-bas. Et celle-là, j'aurais vraiment préféré aussi qu'il y ait un effet crescendo, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs tas en fonction des âges. Qu'il y ait un tas pour l'âge 1, un tas pour l'âge 2, pour l'âge 3, 4, 5, 6, ou un tas pour l'âge 1 et 2, vous voyez. Souvent dans les jeux, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez un effet avec des cartes de plus en plus dures, en fait, ou qui vous rapportent de plus en plus pour vous adapter à l'évolution du jeu. Dans ce jeu, ce qui est bon, moi ce que j'ai aimé, très vite, moi je me suis déclenché une machine, très vite, j'ai démarré. Et j'avais plein de bonus et tout, c'était super. Alors dans ce jeu, vous pouvez ne pas y arriver et galérer. J'ai vu un joueur qui a ramé quand même. Alors d'autant plus quand un autre joueur arrive à le faire, lui. Mais c'est dommage que c'est juste un tas. Alors vous tirez une carte, c'est une prémonition. Ça tombe bien, écoute, ça correspond à ma stratégie de la partie. Je suis en train de faire ça, super, je vais avoir assez de facilité à le faire pour avoir le cadeau. Ou tirer une carte, oh là, mais ça je le fais pas du tout. J'en sais rien. Dans ma partie, si ça avait été de combattre ici, je veux pas le faire. Cette carte, je m'en fous, quoi, du coup. Donc il y a un hasard des quêtes que vous tirez. Et en fonction de vos stratégies, elles seront plus ou moins
facile à faire. Je trouve ça un petit peu dommage, et puis elles sont pas du tout triées, donc on tire ce qu'on tire, quoi. Et je le répète, ça aussi, ça c'est vraiment très dommage. J'aurais aimé que là, il y ait un crescendo sur les cartes qui sortent dans les mois en fonction de l'âge. Hein. Et pareil pour les cartes là-bas, parce que pour les combattre lui, enfin ça aurait été bien. Voilà, donc ça c'est la première action qu'on peut faire. Deuxième action, c'est présage. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes là que je vous ai montré, les primordiaux, regardez, vous avez vu, il y a alpha, bêta, gamma. Alors en fait, il y en a plein, des alpha, bêta, gamma. Et en fait, dans le jeu, on va en mettre une de chaque là. Alpha, bêta, gamma. Et en fait, à la fin de l'âge 2, 4 et 6, on va en retourner une. En fait, ils sont pas contents, hein, eux, parce qu'on les a foutus dehors. Donc quand vous arrivez à la fin de l'âge 2, quand on a fini de faire toutes nos actions, on retourne cette carte là. Et on regarde, et ben il y a deux effets Kourou de Réa. Effet Kourou 1, vous perdez 3 fidèles, 2 prières et 1 Aegis. Oh, donc vous virez ça de votre plateau. Effet Kourou 2, il faut se prendre les deux. Hein. Vous défaussez une carte prémonition et 2 cartes combat que vous avez. C'est violent quand même. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on vient mettre la carte ici. Et maintenant, à la manche suivante, qu'on viendra prendre des Aegis, on en prendra 4, on n'en prendra pas 3 comme nous donnait avant Chronos. L'autre action, alors ça se déclenche, c'est marqué, hein, à la fin de l'âge 2, la fin de l'âge 4 et la fin de l'âge 6, hein, uniquement. Donc, si vous venez ne pas faire l'action percevoir, mais l'action présage ici, vous allez pouvoir prendre la prochaine carte qui va être révélée la prochaine fois, vous pouvez le faire là pour la carte alpha, vous la regardez, comme ça vous savez à quoi vous attendre, mais en plus vous ne prendrez pas l'effet Kourou 1. Si vous faites cette action-là, vous ne prendrez pas cet effet-là. Celui-là, vous l'oubliez. Par contre, vous prendrez le deuxième. À vous de l'anticiper. Donc on va les voir, ces cartes-là. Ah bah c'est super, et ça coûte rien. Ah bah si, ça coûte. Alors ça coûte combien? Déjà, ça vous coûte un fidèle. Donc si vous faites ça, vous êtes obligé de remettre un fidèle dans la réserve que vous aviez là. Premier coup. Deuxième coup, vous devez prendre une carte combat de votre main, la poser à côté de ce plateau, y mettre un petit jeton à vous pour rappeler que vous y êtes allé. Et attention, comme on va pouvoir le faire tous, donc il pourra y avoir plusieurs cartes comme ça de chacun, il ne faut pas que vous posiez une carte avec un symbole ici, avec un symbole actif qui a déjà été posé. Par exemple, cette carte-là, elle n'a que la Terre comme symbole actif. Ben, si je viens la poser, il ne faut pas qu'un joueur avant moi ait fait comme moi et qu'il ait déjà un symbole Terre. Vous ne pouvez pas avoir deux symboles sur des cartes différentes ici, identiques, actifs. Donc il faut surveiller, si vous y allez tard, que les autres joueurs y vont et ont posé des cartes, ils vous laisseront peut-être plus beaucoup de place. Si avec deux cartes de deux joueurs, en fait, tous les symboles sont actifs avec les deux autres cartes, bon là vous voyez il n'y a que 1 et 1, mais bon il peut y en avoir d'autres, et ben vous pouvez même plus y aller pour aller faire le présage. Donc c'est un peu une course là, pour avoir la latitude de le faire. Si je suis comme ça, comme je vous le disais, il va falloir que montagne ou eau soit pas présent, qu'aucun des deux joueurs n'ait posé une carte avec montagne ou eau active colorée. Sinon, moi, avec ces deux cartes-là, je ne pourrais pas aller faire mon action présage, parce que c'est ces symboles-là. Donc, il ne faut pas les doubler. Donc, encore une fois, ça vous coûte quand même une carte combat. Il faut pouvoir le faire en fonction des symboles qui ont déjà été posés là-bas, et ça vous coûte un gus. Enfin, quand même, vous échappez au Kourou 1, donc c'est pas rien, et vous gagnez, et vous savez ce que vous allez vous prendre en deuxième truc. Donc, c'est quand même bien. On y va en règle générale. Alors après, moi, j'ai vu une carte ici, prémonition, où en fait, j'échappais au Kourou 1. C'est tout, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je ne suis pas allé sur le alpha. Bon, c'est vrai que je ne savais pas ce qui m'attendait en Kourou 2, ceci dit, mais quand c'est arrivé, j'ai juste jeté ma carte prémonition en disant, non, je ne prends pas le Kourou 1. Tac, voilà. Alors que les autres avaient dû y aller pour ne pas le prendre. Alors ça, pareil, c'est un peu étrange. Moi, je croyais que ça allait crescendo. Vous voyez, en fait, ça ne va pas crescendo pour les Aegis, mais en fait, c'est peut-être logique, c'est qu'on estime qu'on va avoir des Aegis autrement. Donc, ils ne nous rapportent plus trop d'Aegis après. Donc, et puis par rapport au malus, c'est parfois un peu bizarre. Je crois que c'est celui-là, vous perdez des points, je crois, en fonction des tuiles connectées avec d'autres joueurs que vous avez. Et le deuxième effet, il est aussi lié à ça. Mais c'est pas tout. Alors que vous voyez la carte que je vous ai montrée là, c'est quand même méchant, hein, ça. Donc j'ai l'impression en fait que c'est plus méchant au début, mais ça rapporte plus d'Aegis quand vous mettez là. Et puis quand ça arrive vers Gamma, c'est moins méchant, mais ça vous rapporte moins d'Aegis. Bon, j'ai juste vu quelques cartes, comme vous avez vu, il y en a d'autres. Hein. Donc il n'y a pas que ça. Voilà. C'était Ibris, donc je vous ai tout montré, il n'y a pas de point de victoire fin de partie, hein. Vous les gagnez avec les petits drapeaux pendant toute la partie, les points de victoire. Alors bon, il faut savoir que vous avez des petits scénarios entre guillemets, mais c'est pas du narratif, hein, faut pas le croire, mais vous avez d'autres cartes, hein, vous avez ces cartes, qui changent en fait les règles. Ça vous change les règles, et ça vous permet de faire un peu des scénarios. Puis ça c'est des modes duel quand on joue à deux, donc il y a des modes particuliers, et ces cartes-là qui vous changent les règles de façon à pouvoir jouer au jeu différemment, tout simplement. Après le jeu est long, hein, faites attention, nous on a joué 1 heure par joueur, je crois. Plus 1 heure d'explication de règles, donc 4 heures à 3, donc 5 heures à 4 pour une première partie avec l'explication de règles. Globalement, ce que j'en ai pensé, c'est un bon jeu, hein, c'est bon, moi c'est pas ce que je préfère, à cause du hasard. Clairement, à cause de ce système de programmation qui est pas fluide, qui fait que souvent il y a un peu de paralysis-analysis, il faut tout programmer quand même. Hein. Et puis comme on ne sait pas du tout ce que programment les autres, on peut vraiment pas s'adapter stratégiquement.
C'est un petit peu dommage, moi j'aime bien quand il y a un peu de stratégie. Il y aurait, si on faisait tous un par un, tiens moi je mets ça, je mettrais ça, je mettrais ça, tout à l'heure, mais je te dis pas dans quel ordre, nous on peut adapter nos stratégies. Donc, et puis quand on voit, il y a lui et lui, ils vont aller là, ils vont aller là, comme dans Tricarion, où on fait de la programmation cachée, mais on révèle quand même. Donc on sait et on voit dans quel ordre on va faire. Là, vous savez vraiment pas où vont aller les autres. Hein. Donc alors vous pouvez toujours me dire, ouais mais l'Olympien il va toujours où il veut. C'est vrai, il y a toujours cette possibilité-là, mais... ça, moi, bon, c'est mon goût. Je trouve ça un petit peu dommage. Puis bon, le hasard sur les combats, il est violent quand même, et l'absence de crescendo dans les cartes au fur et à mesure de la partie, que ce soit là, que ce soit là, que ce soit là, et tout ce hasard là est un petit peu dommage. Alors c'est un euro trash, on va dire. C'est pas les genres de jeux du coup moi qui me plaisent le plus, même s'il y en a qui vont, mais là c'est vraiment le hasard brut des tirages des cartes qui m'a gêné. Après, j'ai pas passé une mauvaise partie, c'était bien. En l'occurrence, ma partie s'est très bien passée. J'ai vraiment pu déclencher une machine, ça a vachement bien marché. J'avais Zeus. Je pense qu'en première partie de Zeus, c'est quand même pas bien difficile à jouer, donc ça c'est quand même très bien de l'avoir lui plutôt que d'autres. Je vais y rejouer, je vais réessayer avec un autre personnage pour voir un petit peu comment ça joue. Mais voilà, c'est un bon jeu, il va plaire à énormément de monde. Il a fait le buzz. C'est pas pour rien qu'il a fait le buzz. Et je le conseille aux gens qui, dans tout ce que j'ai expliqué, ça leur va, et les petits points négatifs chez moi ne les gênent pas. Donc voilà. Ibris, un jeu quand même assez particulier, et au thème quand même bien ancré, même si on est dans la pose d'ouvrier, surtout avec les combats, faut avouer que ça rajoute un petit peu du thème, parce que dans la mythologie, ils n'arrêtent pas de faire des trucs dans ce goût-là. Voilà, c'était Ibris, si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon jeu.